Et bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté, des gros billets. Si vous ne connaissez pas et que vous venez de me rejoindre, vous êtes au bon endroit si vous voulez faire des gros billets, parler liberté financière, parler business, parler voyage, être dans la meilleure forme de sa vie pour pouvoir vivre la vie de ses envies. Aujourd'hui, c'est une semaine un peu spéciale et franchement, chaque semaine, depuis maintenant bientôt 2 ans, je sors un épisode de podcast. Et toute l'année 2022, j'ai eu aucun souci à en sortir un par semaine, quoi qu'il arrive, que je sois à l'autre bout du monde ou que je sois chez moi, en Alsace, n'importe où, j'ai toujours sorti les épisodes. Et cette semaine, c'est vraiment la semaine super compliquée. Je vous avoue que je me suis même posé la question si j'allais sortir un épisode parce que je suis complètement sous l'eau. Donc j'étais parti en vacances à Madère, si vous avez suivi l'épisode de la semaine dernière. Et ensuite, c'était mon anniversaire, donc c'était cool, mais j'ai fait 3-4 fêtes pour mon anniversaire. Bah oui, on prend une année qu'une seule fois, qu'une seule fois par an. Donc voilà, j'ai un chantier qui s'est terminé en Alsace. Je suis en train de déménager. Je déménage le week-end qui vient. Donc j'avais 2 chantiers à finir. Et j'avais bien prévu le coup pour mon chantier en Alsace. C'est un appart que je vais louer en meublé. Et j'avais trouvé un mec sur le bon coin parmi 15 ou 20 candidatures. Un mec pour me monter les meubles et pour m'installer surtout. Il y avait 4 appliques. Alors c'est un truc tout bête. Tout le monde a déjà posé des appliques dans sa vie, je pense. Mais tout le monde sait que c'est toujours compliqué. Où est-ce qu'on met les trous? Faire les trous dans le plafond pour poser. Souvent c'est des petites réglettes et tout ça. Bref, les cartons, tout ça. Donc normalement j'avais tout bien prévu le coup. Il y avait le gars qui devait venir le samedi matin, donc le vendredi réception du chantier, le samedi le gars qui monte réception des meubles, le samedi le type qui monte les meubles, le dimanche je faisais les visites pour louer. Il s'avère que déjà le vendredi mon artisan qui devait finir le chantier, il m'appelle, il me dit écoutez, il y a plus de courant dans une des pièces. En mettant la terre, je sais pas, il a coupé une gaine ou j'en sais rien. Finalement il a réussi quand même à régler le problème le jour même. J'ai eu la livraison des meubles Easy Immobilier. J'avais fait une story sur Instagram par rapport à Easy Immobilier. Donc j'ai eu la livraison. Ça s'est bien passé en une fois. Alors bien sûr, comme toujours, ils sont pas vraiment dépendants, je pense, de leurs livreurs. Les livreurs, ils m'avaient pas prévenu de l'heure. Je savais que c'était entre 13h et 17h. Heureusement, donc moi à la base, je pensais passer l'après-midi dans l'appartement pour et puis travailler pour le temps qu'ils arrivent. Sauf que mon artisan, vu qu'il avait pas fini, était en train de faire les travaux, etc. Heureusement, j'étais pas loin. Ils ont appelé au bout de 3 minutes, j'ai pu être là. Ils ont livré. Bon, c'était un peu des bourrins pour livrer le truc, mais il y avait tout. Je sais que j'ai eu des commentaires. Il y avait pas tout. Là, il y avait tout. Ce que je peux vous dire sur les meubles, alors c'est mon expérience. Je dis pas que c'est pour tout le monde pareil. Les meubles, quand ils sont montés, le rendu il est plutôt bon. Ils sont assez beaux. J'ai pris des chaises, j'ai pris un canapé, j'ai pris un lit, j'ai pris les appliques. Le rendu il est assez bon. Par contre, quand tu montes les meubles, il y a des trucs, ça fait vraiment bas de gamme, beaucoup plus bas de gamme que Ikea par exemple. Donc je parle vraiment, par exemple, les pieds du canapé, il y avait des points de colle, ça se décollait. C'était des pieds en bois, les pieds c'était un peu abîmés. J'ai une table basse, il y avait une petite rayure dessus. Le lit ça allait, le canapé donc pour les appliques c'était vraiment les petits dominos. Tu vois que les vis c'est un peu, mais après elles coûtaient je crois 30 ou 40 euros les lampes, donc faut pas non plus voilà, if you pay peanuts you get monkey comme on dit. Voilà, le rendu est bon une fois que c'est monté. Par contre tu vois qu'il y a eu des économies qui ont été faites à certains endroits. Mais bon, voilà, en même temps, je trouvais ça pas très cher. Et le rendu, une fois que c'est fini. Et par contre, les meubles, moi, j'ai monté des centaines de meubles dans ma vie. Et là, par exemple, les chaises, il y avait des endroits, il y avait carrément, là où on était censé mettre la vis, en fait, on n'y arrivait pas parce que la structure, elle était un peu désaxée. C'était sur 2 chaises comme ça. Le pied du canapé, il y en avait un qui là, il a fallu aussi un peu improviser. Disons que le montage, il est pas aussi évident. Il y a moins de vis et tout ça que, par exemple, chez Ikea. Le lit, il est plus vite monté, mais parfois c'est un peu galère. Tout n'est pas 100% aligné et tout, comme ça peut l'être sur les meubles Ikea. Donc, je suis plutôt satisfait. Je pense que je referai appel à Easy Immobilier si besoin.
Le SAV et tout, il était bien. Par contre, j'ai trouvé qu'ils m'ont appelé trop de fois. Enfin, moi, j'ai pas le temps. Donc, ils m'ont appelé plusieurs fois pour confirmer la commande et tout ça. Ok, je comprends qu'ils veulent pas se rater, mais moi, voilà, moi quand on m'appelle et puis surtout en fait, maintenant on se fait tout le temps démarcher. Moi, j'ai 2 numéros, un dans le pays où j'habite et un numéro français. Et sur le numéro français, je reçois que des appels pour me vendre des thermostats ou des trucs à la con là. Et donc, quand un numéro il m'appelle que je connais pas de fixe, ben je me dis que c'est ça. Donc après, il laisse un message, je dois rappeler, j'arrive pas à joindre les personnes et tout ça. Donc, je comprends qu'ils veulent valider, mais est-ce que je crois qu'ils m'ont appelé 3 fois quand même, alors que j'avais fait la commande, j'avais fait le virement et tout. Voilà ce que je peux vous dire. Donc, globalement, satisfait, mais c'est pas parfait. En fait, c'était après le retour que j'avais eu de tout le monde. Sinon, donc voilà, le gars m'a planté, donc ça m'a bien mis dans le pétrin. C'est pour ça aussi que je galère un peu avec l'appartement, enfin avec le podcast. Et comme vous voyez, je suis un peu, enfin je sais pas si vous l'entendez, mais je suis un peu distrait. Mais en tout cas, j'ai bien réussi à tout faire. Je me suis couché super tard parce que j'ai fêté mon anniv. Je me suis levé super tôt pour gérer ces chantiers, donc j'ai pris pas mal de sommeil en retard. Mais maintenant, c'est bon, on est lancé. Voilà, l'appart, normalement j'ai un locataire. Je vais donner les clés à mon gestionnaire tout à l'heure. Et donc ça, c'est quand même fait vite. Chantier fini vendredi, meubles montés samedi, dimanche. Et visite dimanche et lundi, je donne les clés à mon gestionnaire pour qu'il fasse ensuite l'état des lieux et rentrer le locataire. Voilà. Et ben c'est tout pour l'épisode du jour. Alors c'est un épisode j'avais adoré le faire avec Nico Pestana. Bon, il est pas très connu je pense sur les réseaux. Il a plein de casquettes. Donc il a été marchand de biens, il est très sportif, il a fait de l'achat-revente, de l'investissement en Espagne. Il avait un business physique avec sa femme de vente de vêtements qu'il a revendu. Voilà, franchement, il a fait vraiment beaucoup de choses. C'est un invité un peu atypique. J'ai eu aucun invité, je pense, qui avait un business physique en dehors de l'immobilier. Donc très intéressant toujours de voir le business physique quand on le revend, ça peut faire des gros chiffres. Avec ça, on a vraiment du cash pour aller sur d'autres projets. En plus, voilà, super sympa, super mindset. Il a fait l'enregistrement, on a enregistré en septembre, donc c'est un épisode, je le traînais normalement, j'essaye de les publier assez régulièrement, mais j'essaye d'avoir une sorte de ligne éditoriale du podcast. Parfois il y a des épisodes comme l'épisode 1 million pour comment j'ai acheté 1 million d'euros en 2022, je voulais faire fin 2022, l'épisode avec les membres du Club Invest de la semaine dernière où ils nous expliquent tous leurs projets en 1 an d'investissement, je voulais le faire pour l'épisode 100. Et donc là, c'est un épisode, je faisais que le décaler alors qu'il est très très bon. Il dure assez longtemps et il avait enregistré sur sa terrasse, il faisait super beau. De temps en temps, alors il y en a que j'ai coupé, mais de temps en temps vous allez entendre des sirènes. Ne vous inquiétez pas, si vous êtes dans la voiture, les sirènes c'est dans le podcast. C'est la joie d'enregistrer à distance. Lui il était en plein soleil, il faisait super beau et ça me mettait de bonne humeur. Mais en contrepartie, vous allez peut-être entendre des petites sirènes de temps à autre. Je vous souhaite une très bonne écoute. Voilà, on est déjà fin janvier. J'espère que vos projets avancent bien, que vous avez tenu vos bonnes résolutions. Moi, la prochaine, là, c'est bouclé. Donc, ces deux appartements, surtout ma résidence principale. J'ai des travaux aussi à organiser un petit peu avant d'emménager. Et ensuite, ce sera de nouveau sport à fond pour me remettre dans ma meilleure shape et puis organiser aussi mes voyages de l'année. Je vous souhaite une très bonne écoute et on se retrouve de l'autre côté avec Nico. Et bonjour, bonsoir et bienvenue. Un épisode, c'était pas prévu, mais de nouveau un épisode entre deux frontières. Donc on est avec Nico. Salut Nico, comment ça va? Salut Thibaut, ça va très bien, hein. Tranquille et toi? Et ça va super bien. Bon là je suis en Alsace, il fait moyennement, enfin il fait beau mais il fait pas chaud, alors que toi t'es au bord de la mer. Écoute, moi je suis au bord de la mer et j'ai un soleil étincelant en face de moi, c'est pour ça que j'ai des lunettes. Ouais. Et sans te mentir, il doit faire 27 degrés. Voilà. Et t'es en Espagne du coup. Et je suis en Espagne pour presque 3 semaines, à passer du bon temps, à me reposer. Top. Ouais, Est-ce que cool. tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, quel âge t'as, où t'habites et puis qu'est-ce que tu fais comme activité, et puis après on va un peu dérouler ton parcours.
Alors moi, je m'appelle Nicolas. On m'appelle tous Nico, hein. Ça serait plus rapide. Et moi, j'ai 41 ans. Je viens de la région parisienne, en Seine-et-Marne, à côté de Fontainebleau. Et je suis dans le bâtiment, donc j'ai une société de rénovation. Et à côté de ça, avec mon associé, on a une boîte de marchand de biens. Donc on achète des biens en mauvais état. Et en parallèle, avec mon autre société, je les retape avec toutes mes équipes et puis on revend. Et ainsi de suite, en fait. Ah, top. Top. Bah, c'est pour ça que je voulais que tu sois sur le podcast. Et en plus, t'es super sportif, super en forme. Et à Donc, côté, voilà, et à côté, en parallèle, je fais beaucoup de sport pour me maintenir en forme. Il ouais, faut. ouais. Donc, j'avais eu un gars, je sais pas si tu le connais, Guillaume Klein. Je sais pas si tu le connais. Je l'ai eu sur le podcast. Lui, il fait Euh, de l'ultra, mais du vélo plutôt. ouais, je crois que j'ai dû l'écouter ton Ah, podcast, mais je le connais pas, ouais. hein. Après, c'est vrai qu'il y a tellement de sportifs, mais Mhm. non, je le connais pas. J'ai écouté ton Mhm. podcast, Ouais. Et qui était donc, très bien d'ailleurs. toi, tu fais de l'ultra trail. Donc, voilà, encore une autre discipline. Voilà, le trail, beaucoup de musculation, et puis après, j'ai fait d'autres sports, mais bon, voilà, on va Ouais. dire que le plus gros, c'est ça, quoi. Et tu fais du trail. C'est quelle distance que tu fais en trail en général? Oh, je suis plus sur du maximum 25-30 Ok. km, Ouais. pas plus. Après, j'aime bien faire les courtes distances, type Mhm. 10-15. Mais c'est vrai qu'avec le travail, ça me prend beaucoup de temps. Ouais, bien sûr. Physiquement, c'est dur. C'est dur parce que le corps, il prend cher. Donc, j'essaie de pas trop me mettre dans le mal, mais voilà, je dirais 20-25, c'est pas mal, Mhm. c'est bien. Après, Ouais, c'est bien. au-delà, c'est compliqué. Pour moi, Ouais, c'est compliqué. Avec mon métier, c'est compliqué. ouais, c'est ça. Et en plus, t'es dans le bâtiment, du coup, enfin, ceux qui sont bons en trail, ils sont ultra queus. Je sais pas, ça se dit ça, queus Ouais, ça se chez vous? dit que Ultra queus. c'est une expression à l'ancienne, ça. Super, ouais, super, Ouais, en maigre. fait, ils sont fins et moi, Ouais. je suis pas du tout longiligne. Hmm. Moi, je suis assez costaud. Je fais allez, 1m80, on va dire, et je dois faire 76 kilos. Ouais. Et c'est vrai qu'en trail, on a tendance, même en course, on a tendance à être fin. Et moi, c'est tout le contraire. Donc, j'ai plus de musculature. Donc, si tu te déplaces, t'es un peu plus lourd. Je vais un peu moins vite, mais bon, voilà, j'arrive à faire mon petit chemin. Et puis, ouais, j'ai des bons résultats. Voilà, Hmm. je suis pas le meilleur, je suis pas le moins bon, mais j'ai un bon niveau quand même. J'ai Ok. un bon niveau. Bon, on verra sur la miniature du podcast, tu m'envoies une photo de toi torse nu comme t'es en forme. Bah écoute, le podcast s'appelle Bye Bye Patron. Souvent, j'aime bien que les invités racontent une première expérience ou une expérience professionnelle un peu insolite ou loufoque. Je sais pas si tu as fait des jobs étudiants ou Bah des écoute, jobs. moi je vais te dire que j'ai pas trop eu de vrai patron en fait parce que Ok. j'ai commencé à travailler pas très jeune mais à l'âge de 24 ans avec mon père. Euh, pour diverses raisons. Après, j'ai repris la boîte, mais avant ça, j'ai fait beaucoup d'études. Enfin, j'ai fait beaucoup d'études. Ouais, j'ai fait un peu d'études quand même. Et j'ai travaillé de temps en temps, et j'ai eu un laps de temps entre la fin de mon bac et le début de mes études supérieures où j'ai pas été en cours. Et je me suis dit, tiens, bon, bah, faut que je travaille un peu, histoire d'avoir un peu d'argent, tu vois. Donc, t'es Mhm. jeune, t'as pas de thunes, tu sors, donc il te faut un peu d'argent. Et j'avais travaillé dans une usine, je faisais les 3-8 et je travaillais la nuit. Et en fait, c'était à la chaîne. Tu avais des espèces de grosses palettes avec des cartons. Et en fait, tu devais mettre tous les produits ménagers dans les cartons. Ok. Et première fois, j'arrive. Il me dit, bon, bah, tu te mets au tout début et tu prends les cartons, tu les mets sur le tapis roulant. Et t'enchaînes. Et t'as tout ça à faire. Et je me retourne. Je sais pas, je vois une vingtaine de palettes. Je dis, mais c'est pas possible. Il dit, si, il faut que tu fasses tout ça en 8 heures. Et non-stop, hein. Ouais, t'as le droit à un petit arrêt. Ouais. Et je regardais les nanas, je parlais avec les nanas qui étaient avec moi sur la chaîne, tu sais, parce qu'en fait, c'est une chaîne et chacun a son poste. Et je les entendais parler, et puis il y en avait qui étaient là depuis 20 ans, et je me dis, mais putain, mais qu'est-ce que je fous là, quoi. C'est Et abrutissant, hein. je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Je me voyais pas, tu vois, faire même 2 ans ou 3 ans, et c'est pas possible. J'ai fait mes 3 jours, je les ai bien faits, et je dis, plus jamais de ma vie, on me retrouvera là-dedans, tu vois. Et c'est là que j'ai eu le déclic, je dis, non, c'est pas possible. Ouais. Il faut que tu continues tes études, et il faut que tu travailles, il faut que tu fasses autre chose. C'est là, Ouais. c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose qui m'a marqué, moi, à l'époque. Je devais avoir, je sais pas, 18, 19 ans, 20 ans. Et à partir de là, j'ai fait quelques petits jobs. J'ai travaillé chez But un été. Ça, c'était plutôt sympa, tu vois. Mhm. T'étais plutôt derrière à recevoir les personnes pour leur livrer leurs commandes, en fait. Ça, c'était bien. Ça a duré un mois.
Mais sinon, j'ai pas vraiment eu de vrai job avec un vrai patron. Et Parce ok. qu'après, j'ai enchaîné direct avec T'as mon tout de suite père. compris la leçon. Voilà. Ouais, ouais, je me suis dit. Et puis, j'ai un caractère où je me voyais pas travailler pour quelqu'un. Mhm. J'ai un caractère fort et j'aime pas trop l'autorité. Et de là, je me suis dit, non, faut que tu fasses ton truc et faut que tu fasses ton chemin toi-même. Sinon, tu vas pas y arriver. Ça va être très compliqué. Ok, ben top. Et donc, Ouais. 24 ans, t'as commencé, tu t'étais maçon. En fait, 24 ans, je termine les études. T'as fait des études dans quoi du coup? J'ai fait des études en informatique de gestion et réseau. À l'époque, ça s'appelait comme ça. C'était au tout début de l'informatique. Et je me suis orienté là-dedans sans trop savoir. Écoute, pour te dire, j'étais dans cette voie-là, j'avais même pas un ordinateur. Donc du coup, je me suis lancé là-dedans, j'ai bien appris. Et au moment où je termine mes études, mon père a eu des petits problèmes de santé et il avait sa propre boîte de maçonnerie. Euh, je t'explique vite fait, hein. En fait, il est venu en France, il avait à peine 13 ans avec ma mère. Ils ont quitté le Portugal parce que je suis d'origine portugaise et ils ont quitté la dictature parce qu'à l'époque il y avait une dictature. Et du coup, Saint-Lazare. exactement, Saint-Lazare. Donc ils sont venus en France très tôt, très jeunes, et ils n'ont pas eu le choix de bosser de ouf. Donc il a bossé, 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 bossé. Il s'est abîmé la santé dans le bâtiment, et du coup il est arrivé un moment où il pouvait plus bosser. Et c'est soit il fermait la boîte, ou soit quelqu'un reprenait. Et comme je travaillais de temps en temps avec lui les week-ends, certains jours de la semaine, parce que j'avais pas beaucoup de cours, je me suis dit vas-y, je me lance, je vais travailler à fond, tu vas m'apprendre, et puis il y a là quoi. Et du coup, Ok, de là, après mes études, je suis parti là-dedans. Et l'aventure a commencé comme ça, quoi. ok, top. Et donc t'as appris avec ton père en fait à faire le. J'ai appris avec mon père en premier lieu, j'ai commencé en bas de l'échelle, hein, vraiment comme tout le monde, hein. J'étais l'ouvrier, l'arpète, tu vois, comme on disait. Et après, j'ai gravi les échelons et au bout de quelques mois, au bout d'une année ou deux, j'ai repris la boîte. Je suis passé gérant. J'ai tout appris, mon père m'a tout appris et puis c'est de là qu'a commencé ma carrière au niveau de l'entrepreneuriat, le goût de l'effort, le goût du travail, le goût de l'argent surtout. Parce que faut le dire, hein, l'argent a une grosse part là-dedans, hein, ça motive, hein. Et de là a commencé mes premiers investissements. Donc ouais. Ok. Donc Bon parcours. 2007. 2007. 2007, premier investissement. Quel âge t'as à ce moment-là? T'as 2007, j'ai 26 6 ans. ans. Ouais. 26 ans, ça fait à peu près 2 ans que je travaille. Et j'avais envie d'investir. Je gagnais pas beaucoup, mais j'étais encore chez mes parents. Je dis, vas-y, faut que j'investisse. Je travaille dedans, je peux rénover et tout. Et en fait, je tombe sur une de mes clientes, à Fontainebleau, qui avait un appart tout pourri. Donc, elle nous dit qu'il y a deux, trois trucs à faire. Donc, on y va, on fait les deux, trois trucs. Et moi, je lui dis, mais vous le vendez pas, votre appart? Mais il était vraiment pourri, hein. Je sais pas comment elle Hmm. faisait pour se laver ou pour dormir dedans. Franchement, j'aurais pas mis les pieds, tu vois. Et du coup, on m'a dit, ouais, je le vends. Donc, j'ai fait une bonne affaire. J'ai refait tous les travaux avec mon père. Et on a terminé les travaux en 2008, donc pendant la crise. Et là, pendant la crise, ça a été compliqué parce que l'appartement était bien évalué avant. Et dès qu'il y a eu la crise en 2008, hein, comme tout le monde le sait, Hmm. hein, j'ai perdu plus de 25 000 euros. Enfin, j'ai perdu. La cote de l'appartement Un a baissé de descendu, 25 000. ouais, a baissé de 25 000. J'ai quand même réussi à le revendre avec une bonne plus-value derrière. On était sur des plus-values à 45 000 là, sur le coup. Hmm. Donc c'est plutôt pas mal. Et c'était combien de temps de boulot? Ça a été long parce que j'avais du taf à côté. Et, on Hmm. va dire qu'on a mis 6 mois, tu vois, 6, 7 Hmm. mois. Mais j'y allais pas trop souvent. C'était un petit Ok. appart de 40 mètres carrés. J'ai très bien vendu. On l'a refait de A à Z avec mon père et j'ai plutôt bien vendu et ça m'a permis d'avoir un bon apport derrière pour investir. Super. Et ensuite, t'as quitté la maçonnerie. En fait, pendant que je travaillais dans le bâtiment, avec ma femme, en fait, euh, on a comment t'expliquer? Ma femme avait un travail, donc elle a quitté son job pour refaire des études. Et entre le laps de temps qu'elle a terminé son master 2 en sociologie et le temps de trouver un job, en fait, elle a dépanné un pote qui avait une boutique de fringues et ça lui a plu, tu vois. Et un jour, elle m'appelle, elle me dit ouais, ça me plaît. Elle est un peu comme moi, ma femme, hein. Elle me dit bon, moi, je veux pas être salarié, je vais créer ma boîte, je vais ouvrir une boutique. Je dis bah ok, pas de souci, ouais, c'est parti. Et du coup, en parallèle, elle a ouvert une première boutique. On a ouvert tous les deux.
On a refait tous les travaux dans le bien, on a cherché un local, on a trouvé le local, on a retapé tout le local entièrement. Et de là est parti le business du prêt-à-porter. En pleine crise 2008-2009, Ouais. pareil, au même moment en fait. Moi, j'avais toujours ma boîte. Je pensais déjà un peu arrêter parce que pour plusieurs raisons, j'en avais un peu marre. J'avais fait un peu le tour du job en fait. Et du coup, je me suis dit bon, vas-y, si ça cartonne, je laisse tomber la maçonnerie et puis j'en ouvre une deuxième, tu vois. Ok. Du coup, on s'est Et lancé et ça a et bien t'avais des fonctionné. ouvriers J'avais plusieurs ouvriers, on était 5 dans la boîte. Ok. On était C'était 5 dans la compliqué boîte. de les gérer? Les gérer, non, parce que c'était moitié de la famille. Après, c'était des ouvriers. Non, ça a été. Ça a été. Ok. Ça a été. Non, ça a été. Moi, je connais des gens qui ont eu des boîtes dans le bâtiment, enfin, qui ont travaillé là-bas. C'était, c'était un peu compliqué. Il y avait des bagarres, il y en avait qui trompaient avec la femme, enfin, qui couchaient avec la femme de l'autre. Voilà, c'est, ouais, Il y avait des c'est. vols aussi, un Non, peu. c'était là, non, non. Bah, là, Bah, c'était pas, 5, ça va encore. ça Là, va les gens que encore, je mais connais, c'était les plus grosses boîtes et c'est vrai que c'était. quand tu dépasses la dizaine, ouais, Hmm. ça devient compliqué. Moi, je voulais évoluer. Mais vu comment c'était, on pouvait pas trop aller au-delà. Et comme je te dis, on arrivait dans une période Ouais, compliqué, hein. 2009-2010 compliqué pour le bâtiment. Le secteur du bâtiment à cette période-là, c'était compliqué. Nous, pour te dire, on avait quand même un carnet de commandes qui était rempli d'une année sur l'autre. Donc le taf, il y en avait. Et arrivé dans ces années-là, ça commence à diminuer. Au lieu Hmm. d'avoir un an, on avait plus que 6 mois. Et après, ça t'a diminué et on comprenait pas. Et on comprenait pas trop. Et de là, j'ai commencé à me poser des questions. J'en avais un peu marre aussi. Hein. Les clients, ils étaient relous. Toujours à gratter, toujours après à courir après l'argent. Et c'est ça qui m'a un petit peu mis la puce à l'oreille. Je dis, oula, je sens le vent tourner là. Il va Hmm. peut-être falloir que je fasse autre chose. Et du coup, bah, en parallèle, on a créé cette première boutique de prêt-à-porter féminin. Donc ma femme s'en est très très bien sortie. Ça a Vous vendiez cartonné. quoi? C'était quel type de vêtements? On était sur des vêtements prêt-à-porter, accessoires de mode et sextoys parce qu'on vendait des sextoys aussi. Pareil, Ok. c'était l'époque des sextoys et ça a très bien marché. Et on était sur du prêt-à-porter moyenne gamme. Ok. Moyenne gamme et on vendait une marque d'un gros groupe danois. Je sais pas si tu connais Bestseller. C'est un des plus gros groupes de prêt-à-porter au monde, avec Ok. Zara et H&M. Et en fait, ils ont des marques comme Jack and Jones, Vero Moda. Ça doit te parler, ça. Ouais, ouais, bien sûr. Donc, c'est ce groupe-là. Et en fait, on s'est lancé avec eux et ça a très, très bien marché. Et du coup, Et comment ça fonctionne? C'était une franchise, alors, je suppose. non, en fait, non, eux, ils fonctionnent pas à la franchise, c'est des retail, en fait. En fait, Toi, tu ouvres t'achètes. ouvres ta boutique, tu signes un contrat avec eux, t'as pas d'exclusivité. T'as le droit d'être multimarque et en fait tu achètes ce que tu veux avec eux. T'as pas de montant fixe. Ok. C'est soit tu fais du 100% avec la marque. Nous on avait plusieurs marques de ce groupe-là Ok. et en fait c'est comme c'est assez varié et que les marges étaient bonnes. On a fait un bon bout de chemin. On a travaillé quasiment qu'avec eux, quoi. On allait de temps en temps à Aubervilliers faire quelques achats. Et après, on a arrêté parce que c'était relou. Aubervilliers, je sais pas si tu connais un peu ce monde-là J'ai du déjà vu prêt-à-porter. des reportages sur M6 quand j'étais Ouais, ado écoute, sur le c'est ça truc. quoi. Ouais. Tu vas maintenant, c'est les Chinois qui ont le Ouais. monopole. Hein, mais là, ça fait des années que je suis pas allé, mais ouah, c'est la folie quoi. C'est la folie. Et après, on a arrêté. Ok. On s'est Les marges, c'est concentré. quoi? C'est à peu près x3 dans le prêt-à-porter de ce que je connais. Enfin, On ça va dire dépend. pour bien bosser, il faut faire du x3. Après, nous, on était au-delà. Ouais. Je veux pas te dire les marges, mais on était au-delà. Parce que Ok. on était des crevards, on était des morts à la faim. On Hmm. négociait tout, on négociait. On grattait tout. Après, Ah, t'as une marge de négo auprès ouais, du oui, fournisseur. t'as des prix. En fait, tu fais des collections tous les 1 mois et demi. Donc là, bon, bah, t'achètes ce qu'ils te proposent. Là, tu peux pas trop négocier en fait, parce qu'en fait, ils te font faire des collections d'une année sur l'autre, et c'est en fonction de ce que t'achètes qu'eux ils vont produire. Ils font D'accord. leur production, mais après, t'as un côté, Tu peux choisir, quoi.
Ouais, tu peux choisir, mais ils ont à côté un extranet, ça s'appelle un extranet, et ils ont plein de produits à vendre, et des fois, tu peux faire des coups. Et après, tu as le sel support, tu as des personnes au téléphone, et ils te proposent des packs, ils te proposent des invendus, ils te proposent Mhm. des liquidations d'autres boutiques, et tu vois, c'est là où tu Des peux grave sextoys de négocier. deuxième main, des trucs comme ça. Alors eux, ils vendaient pas. Non, non, eux, ils vendaient pas de sextoy, mais on avait des fournisseurs. Ouais, en fait, ça, non, ça a bien marché. Ça a bien Ouais, marché. Non, non, on a essayé de se démarquer. On a pris position là-dessus. Non, c'était pas mal. ok. C'est, Et c'était dans ton coin, dans le 77 que vous avez la boutique? c'était à Fontainebleau qu'on avait les boutiques. Ouais. Ok. On a ouvert une Ah. petite boutique avec très peu de charges. Et après, on a grossi au fur et à mesure, à avoir une plus grosse boutique, en avoir une deuxième, à redéménager, à avoir une plus grosse, tu vois. On a Mhm. commencé petit et au fur et à mesure des années, bah, on a grandi, quoi. On a grandi et donc Et c'est là, vous l'avez plus, hein. Vous avez plus de non, boutique on a tout revendu. On a tout revendu. Moi, j'ai vendu la mienne. En fait, j'ai vendu la mienne. J'ai commencé à la vendre avant le Covid. Au Ah, même donc quand moment, même 10 ans, vous avez fait ça. ouais, une bonne dizaine d'années, presque 15 ans en tout. Moi, j'ai vendu la mienne parce que je l'ai ouvert plus tard que mon épouse. Et du coup, elle a continué. Moi, je l'ai vendu au même moment où je vendais l'appartement en Espagne parce que j'avais fait le tour. Ah, on n'est pas encore arrivé là, mais ouais. Voilà, Sur bon, l'esprit. bref. Ouais. Mais bref, du coup, j'avais fait le tour. J'avais été au sommet et je voyais que je pouvais plus progresser. Mhm. Et quand je commence à stagner et que je commence un peu à m'ennuyer, pardon, faut que je change. Tu vois, pourtant ça tournait bien, hein, j'avais une bonne clientèle et tout, mais dès que j'évolue plus, tu vois, faut que je passe à autre Mhm. chose. J'ai besoin d'objectifs et j'ai besoin d'évoluer, tu sais. Et du Et coup, on l'a mis en qu'est-ce qui a vente. fait selon toi que ça a bien marché et qu'est-ce qui a fait que tu pouvais plus évoluer? Bonne question. Je me la pose encore. Je pense que ça a bien marché parce qu'on a apporté du 109 dans la ville, des produits. Parce que alors Fontainebleau, faut bien comprendre, c'est une ville qui est très bourgeoise. Donc il y a beaucoup de boutiques de luxe. Et nous, on est arrivé là avec un petit concept, tu vois, vendre des sextoys, avoir des produits moyenne gamme mais de bonne qualité. Et ça a très bien marché. Et du coup, on a reproduit pour les hommes. Pareil, ça a super bien marché, mais on avait une courbe qui était vraiment en Exponentiel. progression, voilà, exponentielle chaque année. Et j'ai vu le changement à partir de l'élection de Hollande. Mhm. Il y a eu un changement à partir de ces présidentielles-là. Après, tu as eu les gilets jaunes. Ça nous a tués. Ouais, parce Et qu'ils manifestaient les samedis et donc voilà, ils manifestaient. Donc les gens, bah, tu sais, quand il y a un peu des manifestations comme ça, où ça touche un peu au pouvoir d'achat, tu as tendance un peu à garder pour toi, à pas trop Mhm. dépenser. Et ça nous a mis un peu dedans. Donc, est-ce qu'il y a eu un flottement pendant ces années-là? Et du coup, ça commençait un peu à baisser. Il y a eu les attentats. Enfin, il y a eu plein de trucs qui ont fait que, bon, après, je mets pas tout sur le dos de ça, tu vois. Mais voilà, il y avait quand même une atmosphère un petit peu qui était moins bonne qu'avant. Mhm. Donc du coup, j'ai sorti le vent tourner encore. Je me suis dit bon, faut que je fasse autre chose. Et en parallèle, j'avais ouvert ma société de rénovation. Donc je travaillais un petit peu à côté. Et on a préparé quand même pendant 2 ans hein, la fermeture. Hein. Ça, c'est pas venu du jour au lendemain parce que Mhm. tu peux pas aller tu claques les doigts, tu fermes ta boutique, mais derrière tu fais quoi? Ouais. J'avais des investissements, fallait payer, j'avais quand même un train de vie. Donc du coup, on a préparé ça et au bout de 2 ans, on a mis en vente. Le Covid est arrivé. Enfin, il m'est arrivé des trucs de ouf avec ça. Le Covid est arrivé, on trouve un vendeur, enfin un acheteur, on signe et le Covid arrive. Je devais signer au mois de mars pendant le Covid et 2 jours après, bon bah confinement. Et là, bon bah les acheteurs, bah ils ont fait quoi? Bah ils se sont rétractés, tu vois. Bah, tu Ils ont dit m'étonnes. bon bah on peut pas acheter, on va attendre, on va voir ce qui se passe. Donc on a prolongé la promesse de vente de 2 mois. On a fait un avenant pour qu'on puisse voir ce qui se passe dans les 2 mois. Et du coup, bah, le Covid est un peu passé, le confinement a été un peu déverrouillé et on a signé au mois de juin après, en 2020. Ok. Et de là, on a vendu la première boutique et la deuxième, on l'a vendue un an après. C'était pas prévu, mais on a réussi à vendre le fonds de commerce à notre vendeuse qui travaille avec nous en fait. Ok. Super. Donc là, c'était plutôt cool. Et tu peux donner un ordre d'idée des chiffres que vous faisiez, au moins une fourchette de chiffre d'affaires?
Moi, dans les très bonnes années, je tournais, je vais te dire une fourchette, je tournais entre 280 et 350 Le K chiffre par an d'affaires. de chiffre d'affaires, hein. Et pour les femmes, dans les très bonnes années, on était entre 500 et 600. Ok. Et Ouais, vous aviez combien d'employés? on était trois. Ah, Moi, ouais, donc j'étais ça, tout seul. Moi, j'étais tout seul. Ma femme, elle avait une employée celle avec qui a elle parce que repris du coup la société. non, en fait, on en a eu pendant tout le long de sa période Mhm. de boutique. Elle en a eu beaucoup, en fait. On n'a jamais eu vraiment une salariée qui est restée pendant, on va dire, 5 6 ans, tu vois. Mhm. Ça, t'as beaucoup de turnover. Et bon, la dernière, elle nous a racheté, mais moi, j'étais tout seul. Je travaillais du mardi au dimanche midi. Et le lundi, j'étais à Paris pour les collègues. Et ma femme, pareil. Ah ouais, bah Et c'est ça fait pour un ça. sacré rythme, ouais. Ouais, c'est en fait, tu travailles beaucoup. Tu sais pourquoi tu travailles, mais à un moment donné, t'es emprisonné. T'es emprisonné de ton taf, en fait. Mhm. Et c'est ça qui nous a mis la puce à l'oreille et on s'est dit, ouais, faut que ça s'arrête parce on va pas pouvoir. Excuse-moi, Il y a il y a les- l'ambulance. il y a l'ambulance Ah qui bah passe. voilà. Je vais laisser passer. Ouais. Ouais. Ah, la deuxième. La deuxième, il a dû se passer un truc un peu grave. Donc c'est bon. Ouais, je te disais, ouais, on a voulu arrêter parce que c'était trop pesant. On n'a pas vu notre fils grandir. On travaillait tout le temps, on voyait plus la famille. On partait rarement en vacances parce qu'on fermait jamais en fait. On restait Mhm. non-stop ouvert. Parce que quand tu fermes, bah, c'est zéro. Et du coup, En fait, c'est dans les deux. Non seulement tu gagnes plus rien, en plus tu dépenses plein d'argent en vacances, quoi. Donc c'est. ouais. Et puis au-delà de ça, tu as les factures qui tombent. Même si tu es Ouais. fermé, tu dois payer. En fait, tu payes à 45 jours fin de mois. Ouais. Et du coup, bah, si tu as cartonné, admettons, au mois de juin pendant les soldes, juillet, fin mai, juin, tu arrives au mois d'août, tout ce que tu as acheté pour les soldes, ça tombe en plein mois d'août. Donc si tu Mhm. fermes, bah, c'est à base de 15 20 000 qui tombent tous les 15 jours. Mhm. Donc bon, il faut rester ouvert. Et du coup, on partait, allez, dans l'année, je devais partir à peine 15 jours, à peine. Et on a fait Mhm. ça pendant une dizaine d'années. Donc c'était très dur. Et après, on a dit, ouais, il faut qu'on stoppe. Physiquement, mentalement, on pouvait plus continuer. Et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on les a vendus et on regrette pas parce que on a commencé une nouvelle vie et ouais, c'est top, c'est top. Ok. Bah du coup, on va passer sur un peu une deuxième partie. C'est on va dérouler tes invests et après on va faire le marchand de biens. Yes. Euh, donc tes invests, on a vu que tu avais acheté le premier appart pour retaper et revendre. Et Ouais. ensuite, on a eu d'autres. Tu as eu des invests locatifs, tu m'as dit aussi, hein. Bah, en fait, l'appartement que je t'ai dit que j'avais acheté là, le premier, c'était mon premier locatif. Donc je l'ai loué un petit peu et je l'ai revendu en fait pour acheter notre RP avec mon épouse. Ok. Parce que quand on a vendu, enfin quand j'ai arrêté la société avec mon père, il fallait que je trouve un bien, une ERP avant de fermer. Parce que j'avais des fiches de paye et à Mhm. cette époque-là, en 2009-2010, pareil, c'était un peu compliqué. Et, je me dis, bon, avant de fermer, faut qu'on achète un bien. Donc de l'apport qu'on a mis, que j'ai eu de l'achat, enfin de la revente de l'appartement, on l'a mis dans la maison. Il me semble qu'on a dû mettre 40 ou 60 000 euros d'apport. Mais voilà, on a fait un très très bon achat. On a acheté un pavillon dans une bonne ville à côté de Fontainebleau. On l'a acheté pas cher. À l'époque, il était à 399. Et en fait, Ok. les vendeurs, putain, ça recommence. Excuse-moi, hein. Ah, c'est ça, on est dehors, c'est les Ah vacances et il y en a qui font n'importe quoi et du coup, il faut appeler ouais, les et là, c'est les ambulances. pompiers qui repassent. Donc, je te disais, ouais, en fait, on a fait un très bon coup parce que les acheteurs, ils n'arrivaient pas à vendre. Ils avaient un pré-relais. Les Et le vendeurs, du pré- coup. les vendeurs, pardon, les vendeurs avaient Ouais. un pré-relais. Et en fait, le pré-relais s'est terminé. Ils avaient toujours pas vendu. Ok. Et ils vendaient pas. Et nous, on est arrivé derrière. J'ai été visiter. Je regarde la maison. Je dis, ça, c'est bon, ça. Tu vois, il y avait plein de travaux à faire. Une très grande maison. Elle faisait 180 mètres carrés avec 1000 mètres carrés de jardin. Ah, on a fait un coup de fusil là-dedans. On l'a acheté 270. Ah ouais. Elle Ah était ouais, ça te affichée fait. à 300. Ils avaient baissé, elle était affichée à 330 ou 340, je sais plus. Et gros coup de fusil, quoi. Et Mhm. direct, ils ont accepté, ils étaient pris à la gorge. Ouais. Et derrière, on a refait beaucoup de travaux, on a tout refait à neuf, de A à Z, extérieur, intérieur, tout. Et, euh, et du coup, on l'a revendu en 2019 avec une très très bonne plus-value.
et le capital amorti qu'on a récupéré en fait. Ouais, après, t'as eu les boutiques, donc tout ça, ça t'a généré beaucoup de cash quand même. Voilà, plus les boutiques, plus la maison, ouais, ça a fait pas mal de cash. Et en fait, derrière, on a réinvesti avec ça. On a acheté un domaine en fait à côté de Fontainebleau, une petite maison. Je cherchais depuis 6 mois. Je cherchais depuis 6 mois un bien où on pouvait faire Donc de la là, on a SCD. En fait. accéléré. On était en 2010 quand... Non, ta RP, tu l'as acheté quand? Vers 2010, hein. Ouais, 2010, ouais, Ouais. 2010, ouais, c'est vrai que ouais, j'ai été un peu rapide là. 2010, j'ai acheté la RP. Ouais. Ensuite, après cet achat-là, on arrive en 2013. Et un jour, tu vois, on regarde la télé avec mon épouse et c'était l'époque où, tu sais, en Espagne ou au Portugal, il y a eu beaucoup de biens qui ont été construits, d'appartements, d'immeubles et tout, Mhm. et c'était la crise de ouf. Ouais, Et ça on valait voit rien, les trucs. Ouais. exactement, tu vois, il y a eu la crise de 2009 et après ça a plongé un peu partout Mhm. en Europe, surtout en Espagne et au Portugal. Et on voit un reportage à la télé, tu vois. Des Français qui partent à l'étranger en Espagne et qui vont acheter des biens parce que il y a beaucoup d'appartements vides et que rien ne se vend, tu vois, et il y a des bons coups à faire. Et du coup, on voit la ville où je suis actuellement, à Rosas en vacances, on voit cette ville-là, tu vois. Ma Ok. femme m'a dit, bah vas-y, on va là-bas. Je dis, bah, tu m'entends encore? Ouais, ouais, je t'entends encore. Je sais pas, je te vois plus. Ouais, non, on se voit plus, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Et Ouais. du coup, elle me dit, bah viens, on y va. Je dis, bah ok. Tu sais, j'étais un peu surpris. Je dis, bah Hein. vas-y, on y va. On réserve un hôtel. On part la semaine d'après. On est parti 4 jours. On a visité plein d'appartes. On est revenu. On avait acheté un appart en 4 jours, sans Ok. connaître la région, le pays, Walou. Et du coup, de là, Donc à Rosas, c'est ça, c'est dans le à nord-est, Rosas, nord-est de c'est, l'Espagne. non, sud-est. Ah, sud-est À de l'Espagne. l'extrême sud-est de l'Espagne, c'est vraiment t'es à 20, 25 bornes de la frontière. T'es à 25 kilomètres de la frontière et c'est une Et très t'es à belle ville 25 bornes de quelle frontière au sud-est de l'Espagne? de la France et tu es à 25, allez, 45 minutes de Perpignan. Donc nord-est de l'Espagne, on est d'accord. Ouais, ouais, t'es dans la Costa Brava. Ouais, Oh, ouais, sud-est de... Ouais, ok, ouais. ouais. Ouais, pas très loin de la France, quoi. Ouais, exactement. On va dire, on va dire ça, quoi. Ok. Donc voilà, on a investi ici et non, c'est bien parce que à cette époque-là, tu avais pas mal de coups à faire et on a trouvé un appartement dans une bonne résidence avec piscine. Donc ce qu'on voulait faire, c'était de la SCD. Donc le louer quand on n'y serait pas en fait. Et du coup, on l'a acheté et je suis parti 3 semaines avec mon père retaper l'appartement en février et on a tout tapé et après on l'a mis en location et puis de là a commencé la SCD en fait. Et combien t'avais payé? Combien ça rapportait à Alors peu à près? l'époque on avait payé pareil l'appart il était à 110. On l'a eu à pareil coup de fusil, ils étaient pris à la gorge les vendeurs espagnols. On l'a eu à 70. Et ce qu'il faut savoir que là-bas en fait quand tu réserves parce qu'en fait là-bas tu réserves un appartement et avant de signer chez le notaire, tu es obligé d'apporter 10 ou 15% en cash. Quoi qu'il arrive. Pour le réserver, tu es obligé de faire un virement de 10 000 balles ou 15 000 euros, tu Mhm. vois, en fonction du prix du bien. Mais si tu n'achètes pas, l'argent, tu le revois pas. Ouais, Donc, c'est comme un... faut vraiment être sûr. En fait, il faut Mhm. vraiment être sûr de pouvoir acheter financièrement. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on savait qu'on pouvait acheter. On avait été voir à la banque avant et comme on avait une bonne situation, ça posait aucun problème. Mais voilà, faut faire attention à l'étranger. Faut vraiment faire attention parce que tu peux te faire avoir C'est et pas tu du tout peux. les mêmes lois, faut faire super Non, attention pour plein c'est de les choses. lois. Alors en Espagne, c'est différent de la France. En fait, c'est le notaire, il est juste là pour signer le papier. C'est-à-dire que c'est pas comme en France où tu passes chez le notaire, il t'explique tout. Là-bas, non, en fait, tu passes par une agence. Tu as un conseiller financier qui fait partie de l'agence et qui gère tout. C'est-à-dire qu'il va te faire les papiers, qui va te trouver l'assurance de l'appartement, qui va te faire les abonnements pour toute l'électricité, l'eau, et il va tout faire avec la mairie et il va tout regrouper pour le donner au notaire. Et le jour de la signature, tu fais l'acte de vente, le notaire regarde, il lit, il signe, il prend son oseille, merci, au revoir. Et ça se passe comme ça là-bas. Et tu Donc, parles espagnol? moi, je parle espagnol parce Ah que oui, parce que vu je que suis t'es d'origine, portugais, voilà, je suis d'origine portugaise et je parle très bien portugais. Et en fait, ça c'est similaire, ça hein. ressemble un peu. Ouais. Ça ressemble un peu. Après, Rosas, c'est une ville qui parle français, donc il y a des agences françaises, il y a tout ce qu'il faut sur place en fait.
Mm. Et t'es bien aiguillé, t'es bien aidé. Il faut tomber sur la bonne agence. Nous, on est tombé sur une bonne agence qui nous a très bien aidés. Et c'est eux qui ont tout fait en fait. Je suis arrivé, j'avais mon assurance pour l'appartement, j'avais l'eau, l'électricité, j'avais tout. Nickel. Une vraie agence, quoi. Comme Une ça vraie devrait agence. être en France, en fait. Exactement. Et assez surprenant. Donc, on a eu le crédit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, Et c'était un pareil. crédit en France que tu as eu ou un crédit en Espagne? Alors, on a fait un crédit en France. En fait, on est passé par le CIC. Alors, le CIC a des conventions à l'étranger, notamment en Espagne. Et du coup, ça leur faisait pas peur parce qu'on avait fait un business plan, on leur avait expliqué avec le montant, la location, l'achat, tout ça. On leur a fait tout nickel. Et du coup, on a fait le crédit en France, ils nous ont accepté le crédit. Ce qu'il faut savoir, c'est que si, par exemple, on avait eu l'argent cash, si on avait eu les 70 000 euros plus les frais de notaire, on va dire 75, on pouvait avoir l'appartement au bout de 3 semaines. C'est Hmm. très, très, très rapide. Ouais, il y a beaucoup de pays où ça va beaucoup plus vite qu'en Voilà, France, hein. ça va beaucoup plus vite qu'en France. Et du coup, comme nous, on voulait faire un peu durer parce que ça tombait pendant la période des soldes et on pouvait pas se libérer, on a fait traîner pendant 4 mois. Et on a eu le crédit, on a fait le virement, on est venu, on a signé, on a eu notre appart et de là a Et commencé. le bien, il était garanti d'une manière ou d'une autre, du style hypothèque ou Tu es obligé d'hypothéquer, hein. À l'étranger, tu es obligé d'hypothéquer. et t'as hypothéqué ta RP ou t'as hypothéqué J'ai le bien espagnol? non, j'ai dû hypothéquer la RP. Ouais, voilà. Oui, Ok. parce que si tu as un problème, vu que c'était une agence française qui nous faisait le crédit, ils doivent avoir une hypothèque d'un bien en France Voilà. pour Faut saisir le si saisir. tu peux plus payer tes mensualités, Hmm. ton crédit en fait. Parce que si tu fais ils font l'hypothèque en Espagne, bon bah l'appartement tu peux plus, ils le gardent et puis basta. Mais bon, c'est compliqué. Hmm. C'est pour ça que Oui, oui, les banques. Mais ça, c'est un bon moyen quand on est un peu plus avancé ou qu'on a des RP qui ont pris de la valeur ou qu'on a beaucoup remboursé. C'est un très bon moyen de lever de la dette, surtout pour l'étranger, hein. Je connais des gens qui l'ont fait. Bah, pour l'Espagne, t'es pas le premier que j'entends. Et puis même dans plein d'autres pays d'Europe, c'est un ouais, très bon moyen. non, c'est bien, c'est un très bon moyen de lever de la dette, d'avoir un bien qui est quand même assez conséquent où là tu peux enchaîner les hypothèques. Bon, faut pas non plus en avoir 15 000, hein, Hmm. mais quand tu as un bien qui a quand même une certaine valeur, ouais, tu peux te permettre d'hypothéquer. C'est un coût, hein, l'hypothèque, hein, faut pas croire. Hmm. Hein. Faut que les gens sachent que ça a quand même un coût en fonction du crédit que tu fais, ça a un coût Hmm. et que tu récupères pas. Hein. Parce que pour après, Oui, faut le, ouais, c'est pas comme une le crédit caution, logement ou un crédit trucs comme logement où ça. tu récupères ton argent là. C'est 1000, 1500, 2000, 3, 4000, Hmm. ça dépend du montant et tu les revois pas, quoi. Et en plus, quand tu revends derrière, T'as la t'es obligé, levée d'hypothèque. t'as la levée d'hypothèque où tu repayes encore en fonction de ce qui te reste à Ouais. payer, tu vois. Donc, bon. Mais bon, c'est pris dans le calcul, c'est le jeu, Hmm. hein. Après, voilà, sinon on pourrait pas investir. Hein. Et cet appartement à 70 000 euros, il rapportait combien? Alors, on gagnait pas d'argent parce qu'on n'était pas dans une optique de faire du cash. Nous, ce qu'on voulait, Hmm. c'était d'avoir un appartement à l'étranger, capitalisé, amortir le bien, partir en vacances et partir free, c'est-à-dire pas avoir de dépenses. Et on le louait en fait de mai à septembre. On faisait que de la LCD de mai à septembre, ça nous payait tout. Ça nous D'accord. payait le crédit, ça nous payait nos charges, ça nous payait les vacances. Voilà, on faisait zéro. Et c'était très bien comme ça. On n'était pas Et le dans une reste de l'année, vous y alliez? on partait à chaque vacances. Ouais. Hmm. À chaque vacances scolaires, on partait et on en profitait grave. Parce que le climat, il est top. Hein. Tu vois, là, on est presque mi-octobre. C'est un temps magnifique. Hmm. C'est, ouais, c'est la belle vie. Non, non, Top. c'est un bon moyen De se faire de plaisir pour zéro. exactement. Après, si vraiment tu veux être dans l'optique de faire du cash, il y a des possibilités. Il faut venir sur place, il faut fouiner parce que tu as des bons coups à faire. Tu vois, si je te donne une idée, une villa, là, le prochain bien qu'on veut acheter, nous, c'est une villa. Donc moi, avec mon épouse, on achète des biens à retaper. Donc je vais Hmm. pas m'amuser à acheter une villa toute nickel. Mais si, par exemple, toi, demain, tu te dis, tiens, je veux une petite villa avec un certain budget pour 700 000 euros, franchement, 700 000 euros, tu as une villa moderne, toit plat, piscine et vue sur la mer. Et t'es OP, quoi. Ouais, ça se loue bien, je pense. Et ça se loue bien. Et c'est pas énorme, 700 000 euros.
quand tu vois les prix, tu vas dans le sud de la France, dans le Var ou Mhm. du côté Pour la vue mer. voilà, Ouais. Vumer, du côté de Lavandou, après Marseille, c'est à base de millions. C'est à base de millions. Donc ici, tu peux te faire plaisir. Si tu as les moyens et derrière en location, tu peux être à du 4-5 000 par semaine Mhm. en pleine période. Donc ouais, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Mais là, notre prochain achat, ça sera vraiment une maison à retaper, piscine, et puis après on verra. On verra comment ça se passe. Mais ça sera pour de la LCD et pour nous aussi. Ok. Ok. Et cet appartement, tu l'as revendu? Cet appartement, je l'ai vendu en 2019, ouais, juste avant le Covid, pareil. Et on a fait une bonne petite plus-value aussi, hein. On a récupéré de capital, plus une petite plus-value. On a dû faire, quand je l'ai acheté 70, et on a dû le revendre 110. Ouais. Voilà. Le prix affiché de base. Voilà, exactement. Voilà, toujours bien acheté. C'est vraiment la base de tout, hein, on le voit, Ouais, quoi que vous achetiez. Moi, à un moment, j'ai fait les voitures, là, j'ai fait un épisode aussi là-dessus, et même les apparts. En tout cas, moi, ma stratégie, c'est de beaucoup visiter jusqu'à trouver un peu l'anomalie de marché, quoi. Et puis le bon vendeur. En fait, c'est ça. Ce qui est important, on l'a vu sur ta RP avec ceux qui avaient le crédit relais. Et puis là, en Espagne, c'était la situation qui. bah, c'est comme tu dis, ouais, ce qui est vrai, je te rejoins, c'est vraiment de trouver le bon vendeur. Parce que Mhm. tu peux avoir le même bien avec un autre vendeur. Si le mec, il a pas de problème, si il est pas pris à la gorge, tu pourras pas acheter de la même façon. Mhm. En fait, faut avoir de la chance aussi, mais je pense que la chance, Ça se provoque. ça se provoque. Il faut chercher, faut être patient et tu trouveras toujours. Tu trouveras toujours. Et Mhm. ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut acheter, bien acheter. Il faut bien acheter dans l'optique de revendre bien derrière. Et moi, c'est toujours comme ça qu'on a fait avec ma femme. On a toujours fait attention à l'achat. Et on savait que derrière, si un jour on revendait, on ne perdrait pas d'argent. Le tout, c'est de pas perdre d'argent, même en ayant fait des travaux, même ou autre, hein, mais faut vraiment très bien acheter derrière. Derrière, il n'y aura pas de problème. Donc du coup, on a bien acheté, on a revendu le Bien prix qui faisait, profiter, bien bien profité, capitaliser. exactement. On a récupéré une petite somme pour pouvoir investir, donc on l'a bien vendu. Ouais, on était content. On Ah était bah top. content et du coup, on voulait réinvestir direct derrière, mais bon, bah encore une fois, là, je te dis, le Covid, Covid. je pense que je suis pas le seul qui a mis quelques freins au business, mais voilà, c'est que partie remise. C'est que partie Ok. remise. Et entre-temps, en France, t'avais des biens? Entre-temps, en France, non, j'avais pas de bien. Alors, à cette période-là, non. J'avais pas de bien, j'avais juste ma RP parce qu'en fait, le boulot, il nous prenait tellement de temps. Mhm. Et faut que tu te dises que en fait, dans le prêt-à-porter, je vais faire une petite aparté. Le prêt-à-porter, c'est quand même un milieu qui est quand même très difficile parce que tu peux quand même gagner beaucoup d'argent, mais d'un mois sur l'autre, tu peux être le roi du pétrole comme tu peux être en galère. Tu vois, en fait, c'est très fluctuant. Tu vas avoir des périodes où tu vas super bien vendre et d'autres où tu vas pas vendre du tout, tu vois. Et Et tu comprends pas toujours pourquoi, je bah en fait suppose. c'est des courbes comme ça. Tu sais Mhm. pas pourquoi. Des fois c'est l'hiver. Tu tombes sur des périodes. Pour nous le mois le plus dur c'était les vacances d'hiver en février. C'était la mort totale. Et là bah là tu te dis putain c'est chaud. T'as personne. Tu fais pas de chiffres. T'es constamment omnubilé par le chiffre. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. T'es en fait t'es dépendant des clients. T'as pas de clients, t'as pas d'argent qui rentre. Ouais. Donc Et du puis coup, toi, t'es là physiquement, quoi. C'est pas comme si t'es là t'as un physique. site internet Ouais, qui voilà, tourne tout et seul. t'es là physiquement et tu vois, nous on a fait ce qu'il fallait, on a travaillé dur, très très dur. On était des très très bons vendeurs. Ma femme c'était la reine au niveau de la vente. Elle m'a bien formé, donc on vendait très bien, on vendait des bons produits. Grâce à ça, voilà, on a pu bien capitaliser, mais ouais, en fait c'était très dur. Et il faut savoir que quand tu fais un crédit avec une entreprise, tu dois le savoir, hein, enfin maximum, c'est 7 ans. Mhm. Ouais, donc tu dois rembourser. Enfin, Voilà, faut générer beaucoup voilà, de. tu dois rembourser sur 7 ans. Et nous, les baux à Fontainebleau, enfin, le bail, ça s'achète. Donc ça Ah, veut le dire pas de que porte, ouais. Enfin, le. le pas de porte s'achète. C'est-à-dire que tu rentres pas dans ton commerce, dans ton bail et tu payes juste le loyer. Non, ça s'achète. Et nous, on achetait dans le Triangle d'Or de Fontainebleau et les prix sont très élevés. Et du C'est coup, en centaines de milliers d'euros, je suppose, non? c'est en centaines de milliers d'euros. Ouais. Et Mhm. du coup, bon, pareil, on achetait bien avec des loyers qui n'étaient pas très excessifs.
Mais bon, c'est quand même, quand tu te lances, tu pars de zéro et t'es déjà à moins 150. Bon, bah, tu dis, bah putain, Ouais, c'est là, ça, et que tous les mois, c'est du, ben, si tu fais, c'est du 2 000 € tous les ouais, mois qui voilà, sort. ouais. Plus la trésorerie à apporter, plus le fonds de roulement, Mhm. plus le matos. Tu te dis, putain, faut que je sorte tout Mhm. ça tous les mois, c'est compliqué. Donc, on s'était Ouais, c'est ça, focalisé. plus le stock qu'il faut acheter. Exactement, faut avoir un stock, faut avoir un fonds de roulement, tu vois, en stock. Mhm. Et on s'était focalisé là-dessus. On pouvait pas investir derrière parce que ça aurait été très compliqué. Il y a eu beaucoup de coups durs. Hein, je te mens pas. Hein, il y a eu des coups durs où vraiment tu tombes bas, tu sais pas pourquoi. S'il y a plus de vente, tu dis putain, t'as des échéances tous les mois. Et puis bon, bah dans la vie privée, on s'est fait plaisir. Tu vois, on a une belle maison, on avait une belle voiture. Et tu te dis putain, c'est chaud, c'est chaud. Et j'imagine si on avait investi, tu vois, ça aurait été compliqué. Et Mhm. tu sais pas pourquoi. Après, la courbe elle remonte et là, t'es roi du pétrole. Mhm. Tu sais pas pourquoi. C'est très Mais c'est flippant dans plein de choses comme ça dans la vie, tu sais. et c'est stressant. Hein. Moi, je suis Ouais. quelqu'un d'anxieux, donc tu vois, je faisais que d'y penser. Moi, les chiffres, putain, laisse tomber quoi. J'ai- J'étais dedans tout le temps, donc voilà, tu vois, Mhm. c'était compliqué d'investir à cette période-là. On a réussi à investir en Espagne parce que bon, on avait mis de côté et tout. Mais aller au-delà, ouais, ça aurait été un peu compliqué pour nous. Mhm. Ça aurait été dur. Ça aurait été dur. Ah, c'est Donc c'est pour compliqué ça. de faire les deux, soit Ouais, voilà, on les s'est gens dit, font de l'immobilier parce qu'ils ont des boulots un peu pépères entre guillemets et que voilà ils veulent un peu ressentir ce frisson parce que acheter un appart pour investissement c'est un mini entrepreneuriat si tu veux et après les gens qui ont des boîtes qui tournent à fond bah tu fais des marges importantes des chiffres importants mais ça prend un temps de fou et ouais, c'est ça. Donc du coup, nous, on préférait garder ce qu'on avait pour pas lire s'il y avait un problème ou autre. Hmm. Et voilà, c'est pour ça. Donc, mais bon, Ok, c'est ça qui nous a lancé. Et, on regrette pas du tout. bah On bien regrette pas. sûr. Donc maintenant t'es plus serein parce que t'as un peu tout vendu. J'ai un peu tout vendu, ouais, parce qu'en fait, alors après cet achat et cette vente en Espagne, donc là, on est en 2019. Mais avant ça, voilà, tu vois, comme je t'expliquais, je voyais que le vent tournait, que c'était pas top, tu vois. Et j'ai bien fait parce qu'on voit maintenant que c'est très dur au niveau du commerce, hein, Hmm. Ouais, depuis et puis il y a les achats en ligne, Zalando et tout, j'ai l'impression que ça, enfin que les gens, enfin en tout cas de ma génération, surtout les femmes, j'ai l'impression qu'elles achètent plus que sur Azos et tout, les trucs comme ça, quoi. bah, c'est vrai que le Mm. commerce en ligne a fait mal aux boutiques physiques et plus ça va et plus ils ont une marge de progression qui est phénoménale. Et le commerce de proximité a repris un peu avec l'effet Covid, tu vois. Mais là, la période est très difficile. Donc, on est content de plus avoir de commerce. Mm. Et sans te mentir, ouais, je dors mieux, quoi. Tu vois, là, je suis en vacances, je stresse pas, je suis pisse. Je Mm. profite de la vie, tu vois. Et j'ai le temps. Et le temps vaut plus que l'argent. Ah, bien sûr. J'ai appris que le temps était précieux. Tu peux pas l'acheter, tu peux pas revenir en arrière, tu peux rien faire. Et c'est pour ça qu'on a voulu faire un gros virage à 90 degrés, à 180 même, pour pouvoir avoir plus de temps, profiter et repartir sur d'autres choses, notamment l'immobilier, où là c'est un accélérateur. Pareil que c'est énorme. Mm. Tu peux vite monter très haut. Ouais, En c'est peu, ça. en peu de temps, en peu de temps. Donc après ça, après avoir tout vendu, en fait, entre-temps, moi, je cherchais un bien avec mon épouse où on pouvait faire de la LCD parce que on avait goûté à ça et on avait pu gérer à distance, ça s'était très bien passé. Et je cherchais vraiment une maison où on puisse habiter et un corps de ferme, tu sais, pour le parceller et pouvoir faire de la LCD dedans. Donc j'ai mis du temps. Et un jour, comme tous les matins, je check Check du bon coin. le check du Bon Coin, se loger, tout ça. Puis, putain, j'ai dit, tiens, je vois une annonce là. Ça, c'est bizarre que ça soit affiché, tu vois. Une maison dans un coin qui est très, très prisé à côté de Fontainebleau. Je dis, tiens, c'est bizarre. Ça, c'est pour nous, tu vois. Je fais voir ça à ma femme. Je dis, ça, c'est pour nous, ça. Donc, j'essaie d'appeler, mais ils étaient fermés, tu vois. Et c'était un lundi, je crois. Et le lundi, ils travaillent pas. J'appelle le mardi matin, mais à l'aube, hein. Mm. Ah, puis ils étaient pas ouverts. Et du coup, les boutiques, ils ouvrent à 9h, 9h30, les agences, tu vois. J'appelle le premier. Je dis voilà, j'appelle pour telle annonce. Est-ce que je peux le visiter? Est-ce qu'il est toujours en vente? Oui, oui, vous êtes le premier qui appelle. Je dis vous cherchez pas. On se voit tout à l'heure. Je viens entre midi et deux parce que je travaillais pas entre midi, entre 1h et 2h. Vous me le faites visiter, vous faites venir personne. S'il me plaît, je vous l'achète direct.
La nana était un peu surprise, tu sais. Donc, je vais au rendez-vous. J'arrive, je vois le truc, mais immense. Un gros corps de fer à retaper, 180 mètres carrés au sol. 1000, en tout, il y avait 1000 mètres, 700 mètres carrés de terrain. Donc, je vais visiter, tu vois, je regarde, je dis rien. Je vois la petite dame dans sa maison, tout, je regarde. Petite maison de 75 mètres carrés à côté, tu vois, avec une cave. Hop, je visite, ça dure quoi? Même pas 10 minutes, tu vois. Je Mhm. ressors, je dis, vas-y, j'achète. Bah, Je le- tu le sais quand t'es comme ça en veille sur le marché, tu le sais tout Ouais, de suite en fait. tu te poses pas de questions parce qu'en fait, Mhm. dans le coin où on est, les biens comme ça, où c'est situé, c'est très recherché, très, très recherché. Et il y en a pas, en fait. C'est soit ça passe sous le manteau, ou soit bah, ça passe sous le manteau, en fait. C'est même Ouais, ou alors bizarre. ils les vendent pas, Ou tout ils les vendent simplement. pas. C'est même bizarre que c'était affiché, tu vois. Mhm. D'ailleurs, j'ai posé la question au vendeur, il m'a dit, enfin au vendeur, à l'agent immobilier, il m'a dit, ouais, c'est parce qu'on pouvait pas l'acheter nous, sinon on l'aurait acheté. Ouais. Tu vois. Mhm. Et du coup, je vais visiter, je dis, voilà, le prix était à 270. Donc, je dis, bon, bah écoute, je vous l'achète, je propose 250. Tu vois. Bah, j'étais un peu con, tu vois. Mhm. J'étais un peu con, j'étais trop rapide. Et du coup, la personne a refusé parce que c'était trop tôt. Il venait juste Mhm. Ouais, bien sûr. d'être en annonce et tu sais, je me suis un peu précipité, chose à pas faire. Et la petite dame, elle s'est dit, attends, je viens de le mettre en vente. Mhm. Elle était très, ça lui tenait à cœur, tu sais. C'était sa maison familiale, elle avait hérité tout ça. Donc bon, je laisse passer. Je dis, vas-y, je fais une offre au prix. Et je savais que c'était en exclusivité. Et avec ma femme, je dis, voilà, on fait une offre au prix. Elle peut pas refuser, c'est en exclu. Donc, Mhm. du coup, on a joué là-dessus parce qu'en exclusivité, faut savoir qu'ils peuvent pas refuser l'offre. Ok, Tu m'entends? je connais pas Et exactement les voilà. détails des contrats des agents. Ouais, voilà. En fait, Mais, en exclu, tu peux pas refuser l'offre. Ça aurait été pas en exclusivité, elle aurait pu dire non, tu vois. Et je savais que elle pouvait pas dire non. Donc, je fais une offre à 270. Mais le truc, ce qui s'est passé, c'est que tu vois, en fait, tu as la maison sur le terrain. Tu as la maison à gauche, au milieu, t'as un terrain, en fait, une espèce de grand terrain avec de l'herbe. Et à droite, tu as la grange, en fait. Une grande grange qui fait toute la longueur de la parcelle. Mais derrière cette grange-là, tu as un terrain. Et en fait, ce terrain-là, je passe derrière parce que tu dois passer par la grange pour aller à ce terrain-là. Donc, je regarde la grange de l'extérieur. Je dis, mais il a qui le terrain? Il a qui ce terrain? Et la petite dame, elle me dit, l'agent immobilier, elle me dit, ouais, c'est à Madame Telle, en fait. Mais je dis, il est à vendre le terrain ou pas? Elle me dit, non, non, il est pas à vendre parce que c'est en indivision avec ses frères et sœurs. Et tu sais, je dis rien, tu sais. Je dis, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Tu vois, je Mhm. parle pas trop, tu vois, je dis trop rien. Je sors, je fais ni la visite, je dis à Lana, écoute, j'achète. Par contre, le terrain, je le veux. Parce que le terrain sans la grange, ça vaut rien, tu vois. Mhm. Parce que tu peux pas faire d'ouverture, t'as pas de terrain, t'as rien. Parce que c'est quand même une grosse bâtisse, hein. Tu peux faire, bah, t'as 180 mètres carrés au sol, t'as 8 mètres sous fêtage, donc tu peux faire premier plus comble. Elle me dit, ok, ok, je vais me renseigner. Donc elle se renseigne et tout. De là, elle me rappelle, elle me dit, ouais, le terrain, ils en veulent 150 000. Je dis, mais c'est des grands malades. Et en fait, en fait, le terrain est constructible. D'accord? Mhm. Et en fait, ils avaient voulu déposer un permis pour pouvoir faire des maisons dessus. Et en fait, la mairie a refusé parce que on est dans un virage et la départementale qui gère la route n'autorise pas l'ouverture. Donc moi, je savais que c'était pas possible. Je laisse parler, je parle avec l'agent immobilier, je lui dis écoute, 150 000, il se C'est touche un peu, mort. c'est mort. Tu te rends compte, c'est limite plus de la moitié de la maison et le terrain et la Mhm. grange. Faut qu'ils arrêtent. Donc moi, je fais une offre à 50 000. Donc je fais une offre à 50 000 avec ma femme, on rédige et tout. Et en fait, c'est le frère qui était un petit peu réticent et c'est lui qui gérait tout, tu vois, le frère Mhm. de la personne qui vendait. Et de là, a eu des négociations, ça a duré un mois, hein. Ça a duré un mois et on a réussi à l'avoir à 60 000. On a réussi à l'avoir à 60 000. Et là, je savais que en achetant ça, c'était jackpot. C'était Parce le coup de que, fusil. Boum, ah boum. ouais, c'était coup de fusil et c'était le jackpot. Surtout le jackpot parce que derrière, je pouvais faire plusieurs lots sur la grange et avoir du terrain. Parce que t'avais 1200 mètres carrés de terrain constructible. Ok. Donc Mais du qu'est-ce que tu coup, vas en faire du coup de ce alors, terrain? alors de ce terrain, en fait, je l'ai gardé. En fait, ce qu'on a fait, on a fait les plans. Moi, dans la première partie de la maison qui faisait 75 mètres carrés, on a agrandi de 50 mètres carrés pour pouvoir y vivre. Parce qu'entre temps, j'ai vendu ma maison. Donc Mhm. on a fait un pré-relais.
Et pour pouvoir y vivre le temps des travaux, il fallait que ce soit plus grand parce que 75 mètres carrés avec un ado, c'était un peu petit pour nous. Donc j'ai fait un agrandissement. J'ai fait l'agrandissement. On a vendu la maison où j'étais avant. On a emménagé direct. Et de là, j'ai commencé les travaux en 2020. Janvier 2020, j'ai commencé les travaux de la grange. Et là, dans cette grange-là, en fait, je refais ma nouvelle RP. Et on a scindé en trois, en fait, parce que tu avais déjà des box dans cette grange, déjà toutes prêtes. Et du coup, on fait deux maisons, enfin, deux maisons. C'est plus des grands appartements avec terrain, en fait. Donc, on fait deux grands appartements de 80 mètres carrés avec terrain. Et de là, on va faire de la LCD. Donc, tu auras ces deux grands appartements en LCD, plus la maison où je suis en ce moment, de 155 mètres carrés, qui va être en LCD aussi. Ok. Et toi, tu vas... Et full refait à neuf. Et en général, nous, quand on fait des travaux avec de bonnes prestations haut de gamme. Et la partie pour moi, là, on s'est fait plaisir. On a fait un agrandissement, on a fait une piscine, on a fait une annexe, salle de sport, tu vois, un truc génial. Et on a une partie forêt, donc du coup, on a tout dispatché. Là, normalement, j'emménage. Là, tu vois, d'ici 15 jours, j'emménage. Ok, top. Et les deux appartements, ils sont terminés? Non, ils vont être terminés pour fin d'année. Ok. Ils vont être terminés pour fin d'année. Du coup, on aura trois LCD qui seront prêts pour début d'année. Là, la première va être prête là pour début novembre. Et les deux autres vont être prêtes pour fin d'année. Ok. Et c'est ce qu'on recherchait en fait. On recherchait vraiment ce type de bien pour pouvoir faire de la LCD dans ta résidence principale. Parce qu'à Comme la ça, t'es sur revente, place, quoi. et voilà, tu es sur place, tu peux gérer tout, même si on va pouvoir automatiser une bonne partie, mais voilà, au moins on est sur place. Et c'est très recherché. Et à la revente derrière, voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est même très bien même. C'est même très Et bien. Donc, t'as une idée de combien ça va vous générer à peu près? alors les LCD, ouais, on a fait un petit calcul. Je suis parti sur la fourchette basse, mais vraiment basse de chez basse. Quand j'ai fait le prévisionnel avec la banque, on est parti sur les 2 nuits par semaine pour chaque logement. Donc Ouais. tu te rends bien compte, c'est vraiment, Ouais. c'est le minimum de chez minimum. Même en faisant ça, je rembourse les crédits et je me fais de l'argent. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais. Donc on est parti pour faire du 50% de remplissage. Et on va tourner, je dirais aux alentours, à 50%, on va tourner aux alentours de, tant que je dise pas de bêtises, hein, on va être dans les entre 30, ouais, 40 et 45 000 euros Par an. par an. Et encore, je suis vraiment très bas là. Hmm. Sinon, nous, ce qu'on voudrait, c'est être à 70%, pas loin des 100 000, voire un Hmm. peu plus par an. Ah bah C'est, top. Ça fait un bon... un ouais, bon... c'est déjà pas mal. Je pense que quand ça sera bien lancé, on va dépasser les 100 000 en chiffre d'affaires. Je Ok, pense. cool. Je pense, ouais. Et Donc, les travaux, ça t'a coûté... Tu les as fait toi-même? Je suppose que t'en as fait faire aussi. C'est pas toi qui ouais, as j'en ai fait fait la faire. En piscine. fait, j'ai fait beaucoup de travaux. J'en ai fait faire. J'ai fait tourner ma boîte dedans. Mais on a fait beaucoup de travaux, ouais. On a Hmm. fait beaucoup de travaux, mais faut que tu te rendes compte qu'il y a, sans te mentir, on a tout refait. Et t'es pas loin de 550 mètres carrés habitables en tout. Ouais. Ok. C'est beaucoup. C'est Bah beaucoup. bien sûr. Avec les prix actuels, tu connais les prix des travaux. Hmm. Avec les... J'ai reçu un devis cette semaine. Je suis un peu tombé à des nues. Voilà, et nous on est en région parisienne, les prix ont Hmm. augmenté au niveau des matériaux, même si moi j'ai Hmm. des prix en tant que Que pro. en tant que pro, même ça c'est un truc de dingue. Mais bon voilà, je suis quand même gagnant. Mais ouais, c'est beaucoup de travaux, beaucoup d'investissements, beaucoup de temps. Tu comptes pas tes heures, mais voilà derrière tu sais que Voilà, t'as un truc qui tourne à 100 000, enfin, entre 50 et 100 000 voilà, balles par an. et je rembourse tous les crédits, hein. C'est-à-dire Hmm. tous les crédits que j'ai mis là-dedans, je rembourse et je peux vivre. Très bien même. Ok. Donc Tu pourrais vivre que de ça. je pourrais vivre que de ça, mais c'est pas le but. Le Bien but sûr. c'est de vivre de ça, c'est certes capitaliser, enchaîner les investissements et puis diminuer un peu le côté rénovation, tu sais, au niveau des travaux, diminuer ma Hmm. charge de travail et tout en faisant des invests et avoir un peu plus de temps et puis vivre, tu vois. Ok, Mais top. voilà, le but du jeu, c'est ça. Et derrière, si demain on veut revendre, voilà, on est tranquille. Hmm. Bah ouais, Là, on ça, est... 150 mètres carrés
Ouais, là, on est bien. Ça Là, peut valoir un peu de sous. Ouais. beaucoup Puis même. en plus, si tu peux, si t'as le business LCD, ben tu peux un peu tu vois, en revendre encore plus cher par rapport à ça en disant, bah voilà, si vous achetez ce prix-là, ben ça vous coûtera zéro. Enfin, Ouais, voilà, si t'as un comme les business. sociétés en fait, c'est un peu comme si les sociétés, tu les vends sur Exactement. base de chiffre d'affaires, donc tu peux un peu faire la même chose. Exactement. Donc, non, non, c'est top. On est content. Les travaux se terminent et voilà, je vais finir de tous les travaux, faire évaluer, mais je sais à peu près le prix qu'on pourrait revendre. Donc, après, c'est à voir. Top. Après, c'est à voir. Et à côté de ça, tu as un business de marchand de biens. Exactement. Ouais, en parallèle avec un pote à moi, en fait, on s'est lancé dans le marchand. On s'est associés tous les deux. Lui, pareil, il aime beaucoup l'immobilier, c'est un investisseur. Et on s'est associés parce que voilà, on s'entend super bien. Moi, je gère toute la partie, tout ce qui est travaux, tout ce qui est Et votre achat. business model, c'est en fait parce que là, j'ai fait un épisode avec David, David Combe, il s'appelle. Et lui, il disait en gros que les marchands de biens, t'en avais qui étaient, tu sais, ils avaient un peu des spécialités. Alors lui, il était assez dans les enchères. Après, il y en a qui font des divisions, tu sais, Ouais, ils font de des la, surélévations. Et ouais. toi, c'est plutôt la rénovation. Moi, C'est à peu c'est près plutôt, les quatre, en tout cas les quatre que je connais, les quatre stratégies. bah, nous, on a une stratégie, on va dire, le principal, c'est la rénovation. On achète du pourri, en fait. Mhm. On achète des biens qui se vendent pas, qui sont vraiment délabrés, et on refait de A à Z, gros travaux, et là derrière grosse plus-value. Ok. Et ça prend du temps, ça coûte un peu d'argent, mais derrière voilà, on achète dans des secteurs qui sont prisés parce qu'on sait que ça se revend. Le marché est tendu. Il y a plus de demandes que d'offres. Donc voilà, nous c'est ce business plan qu'on s'est dit. Mhm. Après, on n'est pas ouvert. On a déjà fait on a fait pareil, des enchères, des ventes aux enchères. On a été voir. Mais voilà, notre principale activité, c'est vraiment la rénovation, Mhm. achat vraiment délabré, gros travaux et derrière grosse plus-value. Parce que, Et, ouais, et tu dis-moi. vois, parce qu'on sait que le marchand de biens, surtout quand tu fais de la réno, c'est surtout sur des endroits où les prix au mètre carré sont assez élevés. Euh, toi, tu dois acheter, enfin, si tu fais tes calculs grosso modo, c'est quoi? Je dois acheter à 2005 du mètre, je dois mettre 1000 euros de travaux du mètre, et puis Bah, en je revends fait, à 5000, ou c'est quoi le, à peu près le, les le- critères? comme on s'est dit tout à l'heure, les critères, c'est d'acheter bien. En fait, Ouais. il faut acheter bien. Il faut faire en fait, les marchands de biens, tu peux pas acheter n'importe quoi. Il faut vraiment que derrière, tu aies une plus-value. Sinon, ça sert à rien. Et une Du coup, bonne plus-value. C'est pas, une bonne plus-value parce que tu as toutes les taxes qui vont avec. Donc, hmm. si c'est pour grappiller 10 000 balles, laisse tomber, hein, autant le faire en nom propre. Et encore en nom propre, j'y vais pas. Mais je dirais il faut vraiment trouver des biens qui sont invendables, enfin invendables, qui se vendent, qui ont du mal à se vendre, qui a beaucoup de travaux qui font peur et qui a une certaine population qui peut acheter ou que des entrepreneurs ou que des marchands. Et nous, on est dans cette optique-là et faut acheter le moins cher possible. Nous, on est dans un secteur où le prix au mètre carré, il tourne au minimum à 4000 balles et qui va jusqu'à 7000. Donc, tu vois, il faut bien acheter, faut pas déconner, quoi. Hmm. Tu peux pas te permettre d'acheter un bien à 3005 du mètre et si tu le revends à 4005 et encore, faut vraiment qu'il soit de ouf. Tu vois, tu gagnes un peu d'argent, mais bon, c'est pas ça. Nous, le but du jeu, c'est vraiment de faire de la culbute, de la vraie culbute. Hmm. Des petits biens, Combien il te faudrait de marge à peu près au mètre carré pour, ouais, pour y aller au minimum? bah, je dirais au mètre carré, il faudrait que sur un bien, admettons un bien qui fait 150 mètres carrés, il faudrait que je fasse minimum hein, Hmm. du x2, x3 quoi. X2, x2 et demi. Nous on est plus sur du x3 quoi. Entre le prix d'achat et le prix de revente. Ouais, entre le prix d'achat et le Ok. prix de revente, il faut du x3 quoi. Ouais, Parce donc qu'on faut veut, vraiment acheter pas cher, hein. ouais, parce qu'on veut faire du gros argent. Hmm. Bien sûr. Donc après, tu as des biens où tu fais un peu moins, mais en fait, voilà, il faut vraiment bien acheter. Il faut vraiment bien Hmm. acheter, bien négocier. Après, moi, je suis de la partie, donc ça me fait pas peur. Là, on a acheté un bien qui est quasiment fini, qui est fini même d'ailleurs, qui est à la vente. Euh, le bien, tu rentres dedans, tu ressors. Enfin,
Ça te fait flipper, quoi. Il y avait des trous dans le plancher, des trous dans la toiture, il pleuvait dans la maison, abandonné depuis 30 ans. C'était une déchetterie dans la maison. Enfin, tu vois, c'est des biens comme ça, nous, qu'on cherche. Donc, c'est pas tout le monde qui achète. Bien Parce que sûr. t'as des surprises. T'as des surprises, t'as toujours des dépenses en plus. Donc, voilà, moi, j'ai le coup d'œil, je sais à combien à peu près ça va nous dégager de marge et combien on va pouvoir dépenser de travaux. Donc, Et tu voilà, les fais toi-même les travaux en partie. je l'ai fait en partie moi-même. Alors, pas tout, hein. J'ai des équipes avec moi, hein. J'ai une vingtaine de mecs qui travaillent avec moi. J'ai des couvreurs, j'ai des électriciens, j'ai des maçons, j'ai des plombs, enfin, j'ai tout, quoi. Mhm. Je vais intervenir tous les corps d'État. Moi, je gère tout. Je gère les achats, je gère les gars, je gère ma partie travaux, tout ce qui est placo, isolation, carrelage, parquet, salle de bain. On fait tout venir, tous les meubles, on fait venir de l'étranger, on fait tout du sur-mesure. On fait quand même des bonnes prestations. Ok. On fait du quali, on fait vraiment du quali. On est dans une Ouais. zone Bah qui, après, quand les prix sont assez élevés, c'est ouais, ce qu'il faut faire. t'es obligé parce que Mhm. les personnes qui achètent, tu vois, à Ça partir va. de, c'est du 500, 600, 700 000 Mhm. euros les biens. Donc voilà, c'est pas tout le monde et ils veulent des bonnes prestations. Ils veulent que derrière, il n'y ait pas de problème et que ça vale le prix, tu vois. Mhm. Ok, top. Et c'est des maisons hein, que vous achetez. Là, c'est des maisons, ouais. Là, c'est Mhm. des maisons. Après, peut-être on va peut-être faire de la promo. On est en train de voir. Ok. Un On est en projet. train de voir. Après, ça dépend des projets. On n'est pas fermé sur un tel ou tel projet, mais je pense on va s'orienter peut-être sur de la promo, ouais. Ok, top. Faire de l'argent Et déjà en premier lieu, avoir la confiance des banques. Mhm. Et ça aussi, on n'en parle pas, mais le marchand de biens, c'est compliqué, hein. Pour lever de l'argent, hein, très Bah, pour compliqué. lever de l'argent, ouais, faut avoir du cash. S'il n'y a pas Mhm. de cash. Bah toi, en fait, cette activité, tu peux te la permettre à cause des business que tu as revendus et de la RP que tu as revendu. Je sais pas, sinon ce serait Oui, impossible. oui, alors après, oui, il y a de ça, mais il y a aussi, là, je suis pas tout seul, donc j'ai un associé Mhm. qui a les reins solides, donc ça le fait aussi. Ouais. Et en grande partie grâce à lui aussi. Et Donc les banques, elles vous demandent combien d'apport du projet? bah, nous, on essaie d'avoir le minimum, mais elle demande toujours 20 à 30%, quoi. Mhm. Ouais, ce que j'ai en tête aussi. Après, ça dépend. Ça dépend. Là, je Mais dirais après, plus t'as d'opérations qui réussissent, voilà, peut-être vraiment. au début, faut avoir la confiance, faut jouer le jeu. Mhm. Et après, en fonction de ce que tu fais, si ça marche bien, là, voilà, t'es un peu plus reconnu Mhm. dans le domaine du marchand parce que c'est quand même compliqué. Les banques sont très frileuses. Mais bon, voilà, ça suit et puis ça va suivre. Ça, Ok, il y a pas de raison. Il y a pas de raison. top. Ok, je voulais qu'on passe, je pense qu'on s'approche de l'heure de podcast là. Je voulais qu'on passe sur le sport vite fait, enfin un peu plus que vite fait. Ben, du coup, comment tu t'organises par rapport à tout ce côté sportif que t'as? Donc, t'as dit que tu fais du trail, tu fais de la muscu, tu fais de la boxe. J'ai fait de la boxe, ouais. J'ai fait un peu de boxe il y a quelques années. J'ai fait aussi je sais pas si tu connais le pancrace. C'est un espèce de mélange de jiu-jitsu, du judo. Ok, C'est un sport de combat vraiment ciblé sur les prises, aux prises au sol. comme le jiu-jitsu Euh, brésilien un peu. ouais, voilà, c'est un mélange de jiu-jitsu brésilien en fait avec du judo et puis d'autres Ok. sports. En fait, j'ai fait ça presque une année. Après, j'avais pas trop le temps. Je me suis mis plus à la boxe française parce qu'en fait, je débutais dans la boxe. Et quand tu arrives à faire du jiu-jitsu avec des mecs qui ont plusieurs années de jiu-jitsu derrière eux, c'est compliqué parce que t'as pas les bases en fait. Mhm. Donc j'en ai fait un peu et je me suis plus orienté sur la boxe française, qui m'a plu d'ailleurs. J'en ai fait une année. Après, j'ai un peu délaissé par manque de temps parce qu'à côté, je faisais de la musculation, plus de la course, donc ça me prend énormément de temps, quoi. Et là, je me suis centré sur la course à pied, vraiment trail. Donc, je suis en club, hein, on va dire que je cours 4 fois par semaine et en compétition, quand je suis en compète, on pousse à 5. Et c'est vrai qu'avec le travail, c'est compliqué. C'est compliqué parce que j'ai une activité physique et en rentrant du taf, des fois, t'as pas trop envie, t'es cassé. Et Mhm. bon, j'essaie de gérer les deux assez, assez, j'arrive à gérer assez facilement. On va dire Comment que tu fais? Est-ce que t'as des séances qui sont obligatoires quoi qu'il arrive?
En fait, quoi qu'il arrive, je vais faire du sport tous les jours. D'accord. Voilà, quoi qu'il Voilà. arrive. Pas le premier invité que j'ai qui fait ça. Ouais, ça, visiblement, au moins, on se pose pas la question, est-ce On se pose qu'aujourd'hui je pas la fais du sport question ou parce non? que un jour je vais aller courir, le lendemain je vais faire de la muscu. Parce qu'en Mhm. fait, chez moi, voilà, j'ai toujours rêvé d'avoir une salle de muscu chez moi. Et j'ai pu me la faire. Et du coup, dans ma cage, je me suis fait une salle de muscu de ouf. Je t'enverrai une photo, tu Ok. verras comment elle est. Et du coup, je me suis fait une salle de muscu avec des équipements pro et tout, hein. Et voilà, c'est plus facile pour moi parce que tu rentres et puis voilà, tu prends Mhm. ta douche et puis tu descends et tu vas faire ta petite séance. Donc en fait, j'ai programmé ma, en fait, j'ai une hygiène de vie où voilà, je travaille la journée, je fais mon taf et je rentre le soir et puis je pars direct courir. J'ai ma séance à faire en fait. Chaque semaine, j'ai un programme à faire, à tenir. Et du coup, on va dire le lundi, je vais courir. Le lendemain, bah, ça va être muscu. Après, sur le mercredi, ça va être course. Le jeudi, course. Vendredi, ça va être muscu. Samedi, ça va être muscu. Et dimanche, ça va être course. Tu vois. Donc ça s'enchaîne un peu comme ça. Et combien de temps tu fais à chaque fois les entraînements? 1 heure? C'est 1 heure, ouais, c'est 1 heure. Mhm. C'est 1 heure, on va dire, voilà, c'est 1 heure. Après, au-delà, c'est compliqué. C'est compliqué parce que le corps, tu Bah, vois, au bout d'un moment. j'ai plus 20 ans, donc j'écoute mon corps. Mais- Et même à 20, je pense que c'est compliqué. Tu vois, il y a des fois, je rentre du taf, je suis mort. Quand tu fais de la Mhm. pelle et de la pioche toute la journée, t'arrives, t'as mal au rein, t'es cassé. Je vais quand même faire ma séance, tu vois. Et Mhm. j'adapte la séance en fonction de la journée que j'ai passée, parce que sinon, t'exploses. Ouais, tu te crames. Ouais, tu te crames. Puis, En fait, je m'écoute beaucoup. Je m'écoute ouais. beaucoup. Il y a des fois où je vais sauter la séance parce que je suis très fatigué. J'ai mal partout et ce serait con d'aller se Mhm. mettre encore plus la misère. Mais voilà, on va dire que voilà, j'écoute mon corps. J'essaie de tenir la cadence toutes les semaines. Et non, ça va. Ça se passe bien. J'aimerais faire plus, mais voilà, ma priorité c'est le business. Mhm. Le sport, ça me fait pas manger, donc c'est plus un plaisir. Donc c'est plus comme ça que je le prends. Je l'aurais pris autrement il y a quelques années. Je me serais consacré vraiment à 100%, mais là, je peux pas. Ouais. C'est le business et le sport vient après, mais j'essaie vraiment de garder une hygiène de vie assez correcte. Et c'est pour ça que, tu vois, j'ai 41 ans, et, voilà, je garde la forme parce que j'ai pas le choix, quoi. Mhm. Sinon, après, tu te laisses aller, c'est mort. Ouais, pour ton métier, en plus, t'as pas le choix. Ouais, t'es obligé parce que on sait tous que le bâtiment c'est limité dans le temps. J'en ai la preuve avec mon père, donc on essaie de faire attention et de garder une bonne hygiène de vie. Et est-ce que dans le sport, tu dirais que tu as des points faibles et par exemple, moi je cours et je suis très nul pour courir, mais en fait c'est pour ça que je cours parce que parce que je me dis que voilà, pour être en forme, c'est bien de partir pas de se consacrer là-dessus. Il y a des sports où je suis meilleur que et puis là, la course c'est un sport pratique. Est-ce que surtout la muscu, la course ça va pas toujours super bien ensemble. Est-ce que tu as l'impression que tu as un point fort et un truc où tu galères, mais tu te fais quand même. Ou- En fait, concrètement, la course à pied, c'est dur. C'est pas un point faible, mais presque. Parce que j'ai un physique qui est, je suis assez musclé et je suis pas fin du tout, comme je le disais tout à l'heure. Mhm. Et je dirais que c'est mon point faible pour la course à pied, en fait. Je perdrais 5-6 kilos en moins. Ouais, je volerais, mais je serais aussi anorexique, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Je serais tout maigre, Ouais, et puis c'est pas, après, pour le boulot, quand il faut porter des sacs ouais, de c'est pas bon, ciment. quoi. Donc, je dirais que mon point faible, c'est ça, en fait. Mais, tu sais, avant, je faisais du foot à un bon niveau. Je voulais être footballeur quand j'étais gamin. J'étais très, très fort. J'ai joué à un bon niveau régional. Bon, j'ai pas fait carrière parce que il y a eu des événements qui ont fait que, mais bon, j'aurais pu devenir professionnel. Mais bon, j'ai pas de regrets. Plus, t'es à Euh, Fontainebleau. T'aurais été sur place pour les ouais, sélections. j'ai joué à Fontainebleau. On avait un bon niveau. J'ai fait des sélections en France un peu partout. J'étais au Portugal. J'étais pris au Portugal pour jouer dans le meilleur club de formation du pays pour les jeunes. Mais j'étais trop jeune, tu vois, j'avais 14 ans et je me voyais pas vivre à l'étranger, même si voilà, je suis d'origine portugaise, mais bon, mes attaches étaient en France et c'était trop dur pour moi de partir, donc j'ai refusé. Mais voilà, j'ai joué avec des mecs qui sont devenus footballeurs, donc voilà, c'était sympa, mais voilà, j'ai ce côté-là du football où bon bah j'ai fait ma petite carrière au niveau régional dans le coin, bon bah c'était bien.
Mais Les forces, les faiblesses, tu voulais revenir là-dessus, peut-être? ouais, voilà, j'ai toujours été fort en sport. Mais la course à pied, c'est un truc que je détestais quand je faisais du foot, j'aimais pas courir. Et je me suis mis parce que j'avais arrêté un peu le sport à un moment donné et je me dis tiens, faut que je me remette à courir. J'ai pris le goût de l'effort à courir, mais c'est un sport qui est très très dur et qui est comment t'expliquer, qui est ingrat Hmm. parce que tu as envie d'aller vite, tu as envie de suivre les meilleurs, mais tu peux pas. C'est tu peux pas. C'est dur, hein. C'est dur et franchement, c'est dur. Et pour l'ego aussi, moi souvent je cours sur une piste. Ouah, t'as des gars, ils ont pas l'air du tout in shape, là, ils me doublent et tout, j'ai trop les nerfs. Moi, c'est pareil, c'est pareil. Des fois, je courais, je me faisais doubler par un vieux, je dis, mais putain, je vais essayer de le suivre. Et j'y arrivais pas, tu vois. Ouais. Et en fait, c'est un sport ingrat parce que tu veux courir, mais t'y arrives pas, t'es mort, t'es essoufflé, t'as mal partout. Et en fait, j'ai intégré un club, je me suis inscrit à un club et j'ai appris à courir. Parce qu'en fait, on court, mais en fait, la course à pied, ça s'apprend, en fait. Tu as des manières de courir, tu as une posture et, et après, tu as un programme. Tu te dis pas, tiens, je vais faire un 20 bornes ou un marathon du jour au lendemain, c'est mort, tu vas mourir. Mhm. Tu vas canner, mec. C'est pas possible. Et en fait, j'ai appris à courir et j'ai appris à aimer à courir. Et du coup, bah, tu progresses, en fait. Tu as des programmes en fonction de ton allure, et bah, tu cours à telle vitesse et ainsi de suite, tu vois. Et du coup, tu progresses. Et quand tu progresses, tu commences à être un peu mieux, tu as moins mal. Mhm. Tu peux enchaîner les runs durant la semaine. Donc voilà, moi, ma faiblesse, c'est vraiment plus mon physique par rapport à la course. C'est plus ça, en fait. Parce que Ok. ça me met des barrières, parce que je peux pas aller au-delà, en fait. Et Mhm. j'aimerais, mais je peux pas. Avec le travail et tout, voilà. J'aimerais bien, mais c'est pas possible. Ok, et C'est pas possible. t'as des objectifs sportifs ou? Euh, oui et non. En fait, je me mets pas trop d'objectifs. J'essaie de garder la forme au niveau course parce qu'en fait, dès que t'arrêtes, t'as dû le voir, hein, si tu t'arrêtes, je Mhm. sais pas, 15 jours, Horrible. 3 semaines, un mois, tu galères. Tu mets 2 mois à revenir. Voilà, tous les coureurs qui vont nous écouter là, ils vont comprendre, ils savent ce que c'est ça. C'est dès que tu t'arrêtes, c'est chaud. Je te dis, c'est un sport ingrat. Il faut toujours continuer. Et en fait, j'ai fait pas mal de courses là, c'est au printemps et cet été. Et en fait, quand je cours, je peux pas arriver premier parce que je suis pas, j'ai pas le niveau, hein. Mais j'essaie de me mettre, tu vois, un classement, être dans les 20, être dans les 10, être dans les 15, tu vois. Mhm. J'essaie toujours de progresser au niveau de la compète. Et là, dernièrement, ma dernière compète, j'ai fait une compète en Espagne au mois de mai là. Et c'était un 12 kilomètres, mais il y avait beaucoup de dénivelé. T'avais 600 de dénivelé sur à peine 4 Mhm. kilomètres. Parce que ça montait très fort et je me suis dit ouais, il faut que j'essaie de faire quelque chose de sympa. Donc je suis arrivé 23e sur 400, je crois. Le niveau était assez relevé et je suis arrivé deuxième de ma catégorie d'âge. Parce que t'as des catégories d'âge, tu vois. Mhm. Ouais, bien sûr. Donc, comme je suis dans les vieux, je suis, je suis arrivé deuxième de ma catégorie. Donc ouais, Mhm. c'était un petit succès pour moi. J'étais content. Donc voilà, de temps en temps, je me Top. mets quelques compètes comme ça, quoi. Donc, combien de temps t'as mis à courir? Les 12 bornes plus. Les 12 bancs, j'ai mis une heure, un peu moins d'une heure et quart. Ça devait être Mhm. 1h13, je crois. Une heure Ok. treize, mais voilà, t'avais beaucoup de dénivelé, donc c'est pour ça, Ouais. Bah, ça m'a souvent on pris dit que du 100 temps. mètres de dénivelé, c'est 1 kilomètre sur le plat, mais bon, après ça dépend du dénivelé. Ouais, ça dépend du dénivelé, mais pour te dire, sur 4 bornes, t'avais 600 de dénivelé. Ouais, ouais, c'est Donc énorme. c'est énorme. Tu marches en fait, Mhm. Oui, oui, tu peux même pas courir. tu peux pas courir. Donc non, non, c'est dur, c'est dur. Après, ouais, faut s'entraîner. Je vois que tu cours un peu, donc faut continuer. Mhm. Faut Ouais, ouais. continuer et tu vas voir, tu vas progresser. Ouais, ouais. Mais j'ai déjà couru un semi. J'ai déjà couru un semi, mais Et alors, effectivement. ça a été? Bah, en fait, je m'étais, je raconte ma vie. En fait, j'avais quand même assez bien tenu mon programme d'entraînement et je me suis donc j'avais commencé progressivement et tout à courir et au bout de je sais pas 6 mois, je me suis cassé un l'os, le fibula s'appelle, je crois. Le C'est où ça? c'est le péroné, on appelait ça avant, je crois. Ouais, le C'est l'os sur péroné. l'extérieur de la jambe. T'as le fémur et Ouais, puis après à droite ouais. t'as un petit os. Et donc je m'étais cassé ça. C'était fatigue, soi-disant fatigue, je sais pas. Ah, t'as eu une fracture de fatigue. Ouais. Et donc après j'avais la date du semi, c'était 4-5 mois après.
Pendant 2 mois, je marchais quasiment pas. Puis après, j'avais repris petit à petit. Et puis bon, j'avais couru mon semi, j'avais terminé. Mais bon, voilà, pourquoi pas reprendre un objectif comme ça. Parce que quand t'as une course, c'est comme tout dans la vie. Quand t'as un objectif, c'est quand même beaucoup plus simple d'aller s'entraîner et Ouais, c'est clair. d'aller visiter. Et puis ça te permet d'aller faire ton sport, tu vois. Mhm. En fait, Ouais, ça marche à la carotte, quoi. Là, ouais. t'as un objectif, tu dis putain, faut que j'aille courir parce que sinon je vais galérer, ça va être dur. Donc toi, Mhm. tu te forces à y aller. Et en fait, c'est un peu comme tout, quoi. C'est un peu comme dans ta vie, quoi. Mhm. T'es obligé d'avoir des objectifs, t'es obligé d'aller de l'avant et de te faire du mal, en fait. Et le sport, c'est pareil. Tu te fais mal et puis au bout du compte, quand t'es le jour J, bah tu vois, ça passe Mhm. parce que derrière tu t'es entraîné et c'est comme tout, hein, dans le business, c'est pareil. Ouais, c'est ça. Faut Dans les invests, bosser c'est pareil. Plus tu exactement. visites, plus t'as des biens, plus tu commences à comprendre les trucs. Exactement, il faut aller au charbon, faut pas avoir peur de travailler, faut pas avoir peur de se donner du mal, pas compter les heures et à un moment donné, ça Mhm. va payer. Moi, tu vois, j'en suis la preuve, hein. Depuis l'âge de mes 25 ans, je travaille comme un ouf et voilà, tu vois, ça commence à payer, c'est bien et c'est pas fini, tu vois. C'est pas Bah, fini. top. Ouais, Bah, justement, les objectifs. Qu'est-ce que tu as comme objectif là pour les mois, années à venir? Alors, moi, les objectifs qu'on s'est fixés, là, avec mon épouse, on s'est fixé un objectif. Bon, déjà, c'est de finir les travaux. Bon, ça va être fait. Mhm. Mais ouais, c'est vraiment d'acheter une villa ici en Espagne. On en a vraiment envie et je pense que l'année prochaine, en 2023, je pense que ça sera le premier gros objectif. Et tu ferais quoi de la LCD et après tirer en vacances là-bas? Comme tu faisais Exactement. avec la porte? On va essayer de trouver quelque chose. Ici, ça se fait beaucoup. Tu sais, t'achètes une maison et t'as toujours un petit appart à côté, tu vois. Ici, ils aiment bien faire ça. Donc, essayer Mhm. de trouver une maison à retaper avec une petite dépendance avec ou un petit studio qui est accolé à la maison pour pouvoir maximiser à fond la renta, tu vois, et Mhm. faire de la LCD et puis de venir en vacances aussi, prendre du bon temps. Donc ça, c'est le gros objectif. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis un de mes biens à vendre pour sauter une ligne au niveau crédit de la banque, tu vois, ça sera toujours Mhm. mieux. Et avoir un peu de cash pour pouvoir investir ici, parce qu'il te faut du cash pour venir ici. Donc ça va être le premier objectif. Après, c'est de continuer dans les marchands de biens, à investir encore un peu plus, grossir. Et puis après, que les CD tournent et continuer à investir dans les LCD, Ok. dans le coin où on est. Ouais. J'aimerais en avoir un peu plus, tu vois. Petits apparts à côté, c'est pareil, ça marche bien. Donc Mhm. on va essayer d'avoir ça. Ouais. Donc 2023 va être un bon cru, je pense. Va être un très bon cru. Bah, top. Top, top, Ouais. top. Et bah, prendre du temps quand même, te reposer un peu. Ouais, prendre du temps. Là, la plus grosse période est passée. Les plus gros travaux ont été faits. Donc, je pense que ouais, l'idéal, ce serait comme je t'ai dit, ce serait d'avoir une semaine dès que tout sera en place, une semaine par mois ici en Espagne. Ah Profiter. ouais, une Ouais, semaine ouais. pour moi. Ouais, Cool. se mettre une petite semaine par mois, voire 10 jours, et de venir tous les mois. Et bah, t'es pas obligé de répondre, mais ton fils, qu'est-ce que t'en ferais pour cette, il est autonome déjà? Ouais, il est grand, il est grand, ouais. Ok. Non, non, il est grand, il a 22 ans, donc il est grand. Ah ouais, ok, donc c'est bon là. Ouais, c'est bon. Ok. Et la Ouais, Porsche? La Porsche, on en parle? Ah, la Porsche, on en parle, ouais. Ouais. Et la Porsche, c'est pas une nécessité, hein, c'est vraiment un plaisir, mais voilà, ça se fera quand tout sera bien en place et que les locations tourneront, Mm. voilà, faut pas se précipiter, hein, c'est un jouet, hein, donc même si c'est un investissement à côté, Bah, ça c'est tient pas. comme tout en fait, faut bien acheter, Faut c'est bien, tout. faut bien acheter. Donc voilà, les plaisirs, on va dire, ça viendra après tout ça. D'ici peu, je pense. D'ici Ok. peu. Et Voilà. c'est quoi que tu veux, une 911? J'aimerais bien avoir une 911, ouais, une 97. Ou j'étais parti pour une cabriolet, une Boxster, mais voilà, c'est à voir. Boxster d'un certain modèle, mais le prix il est quand même un peu cher. Donc, Ah bah ouais, bah c'est ça, les Boxsters d'aujourd'hui, ça vaut le prix des 911 d'il y a 10 ans. ouais, et puis moi j'aimerais avoir la Spider, tu sais, donc un Ouais, peu plus cher celle-ci, et, ouais. qui tourne autour des 100 000. Donc ouais, à voir, à voir. Mais voilà, le tout c'est de se faire plaisir. Donc, je pense que ouais, ça viendra dans Et pas de pas longtemps. se faire. Tu sais, moi, j'en ai vite fait parler. J'avais un moment une Boxster S, Ouais. mais bon, déjà c'était il y a un petit moment. Et puis c'était
je sais plus de quelle année elle était, elle avait une dizaine d'années quand je l'avais acheté. Et il y a un mec qui vient un jour pour me l'acheter, il l'essaye et tout, et puis après il me dit ouais, il essaie de négocier le prix, tu vois. Et moi bah en fait moi j'achetais, je revendais, donc j'étais super ferme sur mes prix de vente. Et parfois je laissais une petite marge pour que le gars il soit content et qu'il achète, mais voilà, enfin, je pense que tout le monde connaît un peu les techniques, mais en tout cas, Exactement. le gars il commence à me négocier genre 3 4 000 euros et je lui dis non, bah non. En fait, j'avais envie de lui dire mais pourquoi t'es venu? Bref. Et et il me dit, je te jure, il me dit ça, il me dit, écoute, moi je travaille chez L'Oréal, on peut trouver un arrangement. Je dis mais qu'est-ce qu'il me raconte? Et il me dit, je peux te filer de la cam. Je dis, je dis mais c'est quoi de la cam? Genre c'est de la drogue ou quoi? Il me dit non non. Tu sais, je me suis dit je sais pas dans le milieu. Il voulait donner des crèmes. Et il me dit ouais, je te file des shampoings pour ta femme et tout. Je dis mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de 4 000 € de shampoing? Oh, le crevard. Donc voilà, donc quand vous achetez une Porsche, sachez que ça peut vous arriver. Qu'un mec qui vous propose des shampoings et des crèmes. Voilà, il a été Ouais, fort. Il a été loin, le ouais, mec. voilà. Du coup, tu l'as pas vendu, quoi. Non, bah, je l'ai pas vendu à lui, je l'ai vendu bah, au prix que je voulais 2 3 semaines plus tard. Ouais, non, Ok. une Porsche, ça se négocie, ça peut se négocier, mais voilà, c'est. Ouais, bah c'est en tout cas pas. Après bon, le gars, c'est sûr qu'il aurait fait l'affaire du sexe s'il était venu que je lui avais Ouais, laissé. ouais, mais on sait que c'est compliqué, hein. Mm. C'est comme si t'achetais un bien, hein. Ça Mm. t'évalue pas trop, donc bon, Mm. c'est bon. Bah top. Bah écoute, je pense qu'on a fait un bon petit tour. Si on veut t'écrire, c'est quoi le plus simple? Bah, écoute, Contacter? t'as mon Instagram, tout simplement Nico avec mon nom, Nico Pestana. Nico avec un K. Nico avec un K et Nikao Nikopestana. P-A-N-A. Voilà. Donc ça, si quelqu'un veut me contacter, il n'y a pas de problème. Je suis ouvert. Je suis quelqu'un de très sociable, donc il n'y a pas de souci. Ok. Eh ben top. Eh ben merci en tout cas pour Bah, ton temps. merci, Puis je te souhaite merci. une bonne fin de vacances en Espagne Bah et ouais, puis merci à toi de. une belle villa. Quand tu l'auras acheté, envoie-moi une petite photo et puis Ouais, je vais je t'envoyer passe ça, par t'inquiète là. pas. Avec plaisir. Non, Ça avec marche. plaisir. Et puis je te remercie d'avoir pris du temps et Eh puis bah ça me d'avoir fait fait toujours. l'interview, quoi. Voilà. Marchand de biens, sportif, Toujours tout ce qu'il ça. faut. On Ouais, y a non, tout ce qu'il faut. c'est toujours sympa de pouvoir raconter un peu son petit parcours de vie, Mhm. même si voilà, je suis une personne lambda comme tout le monde, qui a travaillé dur pour en arriver Mhm. là, et j'espère donner un peu de motivation à tout le monde. Donc voilà, Bah je suis bien sûr. content. Je suis content. Top. Bah merci beaucoup et puis ben Merci à toi. bonne soirée. Ciao, bye Merci. bye. Et Ciao. voilà, on arrive au terme de cet épisode, donc voilà, je vous l'ai dit vraiment, je me suis décarcassé pour trouver un créneau pour faire l'intro, le publier et tout ça. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. Si vous voulez faire des gros billets, vous allez sur mon site www.grosbillets au pluriel bien sûr.com. Lien dans la description, lien dans ma bio Insta. Et dessus, vous avez ma formation, moins cher que gratuit presque, sur comment négocier et faire des gros billets à l'achat, comment monter un dossier bancaire en béton. Et si vous voulez être accompagné avec mon acolyte Michel et moi, ben, vous pouvez aussi me rejoindre et rejoindre le Club Invest. Vous avez entendu la semaine dernière, tout le monde est super satisfait. On a une place chacun, pas plus. Donc si vous voulez, c'est maintenant ou jamais. Ou alors en tout cas, il faudra attendre qu'un des membres ait fait trop de projets et ne puisse plus s'endetter. Je vous souhaite une très bonne semaine à tous et on se retrouve de l'autre côté. Et je serai sûrement encore au bout du rouleau parce que ce sera la semaine de mon déménagement. À très bientôt. Bye bye.